Bon, rebonjour. Donc on en était la dernière fois au nerf médian qu'on avait commencé à évoquer. Donc je vous rappelle que c'est un nerf important au niveau de la main puisqu'il prend en charge la sensibilité des 3 premiers doigts et la moitié radiale du 4. Il est donc important dans les prises puisque quand on attrape un objet, vous attrapez un objet avec votre nerf médian. Et vous le reconnaissez avec votre nerf médian. Donc c'est important de le soigner, de le récupérer. D'autre part, sur le plan moteur, il est important aussi, puisqu'il va assurer à peu près à lui tout seul une grosse partie de la motorisation de la loge ténard, puisqu'il prend en charge le court abducteur, le faisceau superficiel du court fléchisseur, et l'opposant, en sachant que, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, le court abducteur est toujours innervé par le nerf médian. Voilà, on dit qu'il est pathognomonique. Il n'y a jamais de modification anatomique à son sujet, le court abducteur est toujours nerf médian. Donc quand vous avez une fente de la loge ténard, comme ici, voilà, là vous êtes sûr que vous avez une compression quelque part du nerf médian, parce que c'est significatif du nerf médian. Et de plus, il a un fort contingent de fibres trophiques, ce qui fait que lorsqu'on a une atteinte du nerf médian, on a des troubles trophiques, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes vasomoteurs, vasoconstricteurs, au niveau des pulpes et au niveau de la main. Voilà, donc je crois qu'on l'avait déjà évoqué, il y a plusieurs sites de compression du nerf médian qu'il faut connaître, hein, on les connaît quand on fait ce genre de bilan et d'exercice, donc vous devez les savoir. Il y a des atteintes hautes hein, qui se situent à ce niveau, au niveau du canal brachial du crevelier. Je vous rappelle que c'est en avant le nerf médian, en arrière le nerf ulnaire, qui sont séparés par une membrane. Ensuite on a une atteinte au niveau du coude. Puis on a une atteinte moyenne qui est l'atteinte du nerf interosseux antérieur qu'il faut connaître aussi parce qu'il a une particularité. Et ensuite la paralysie basse que tout le monde connaît, c'est-à-dire le canal carpien. Alors les zones dangereuses. Les zones dangereuses au niveau du bras, la première c'est, je vous l'ai dit, c'est à ce niveau, vous avez ce qu'on appelle le ligament de Strutter. C'est un épaississement de la ponévrose interne qui peut comprimer le nerf médian dans le canal brachial du crevelier. Ensuite, au niveau du coude, il y a un élément qui est de plus en plus cité aujourd'hui parce qu'on s'y intéresse. Je vous ferai des tests la prochaine fois. Aujourd'hui, je sais à quelle heure on finit. Qui est souvent impliqué dans les compressions à 2 niveaux, ce qu'on appelle les double corches syndrome, hein, vous vous souvenez le début du cours. Et donc c'est le lacertus fibrosus. Donc le lacertus fibrosus, si vous vous en souvenez pas, c'est l'expansion aponévrotique d'insertion du biceps. Le biceps s'insère sur la tête radiale, donc c'est son insertion directe, mais il lâche une expansion aponévrotique qui est ici, et qui donc va être responsable de cette compression. Donc c'est quelque chose qu'on recherche aujourd'hui. Avant on ne le cherchait pas systématiquement. Maintenant, on le recherche, surtout chez les gens qui viennent nous voir après être opérés d'un canal carpien, qui nous disent j'ai été opéré par un chirurgien confirmé, qui m'a ouvert le canal carpien, j'ai toujours des troubles sensitifs ou des troubles moteurs, surtout des troubles sensitifs. Et donc, on va chercher le lacertus fibrosus. Au niveau de l'avant-bras, il y a 2 zones. C'est bien sûr le rond pronateur et le pronatoire terrestre, parce qu'il y a 2 faisceaux, et donc en fonction de la position de l'avant-bras, les 2 faisceaux se serrent ou s'ouvrent davantage. Et donc on a une compression à ce niveau, c'est une compression haute quand même, puisque tout le nerf médian est intéressé. Ensuite il y a l'arcade du superficiel, je vais vous en parler après, c'est juste après le rond pronateur, donc c'est 2 doigts en dessous. Et sous cette arcade file un nerf qui est important. Et enfin au niveau du poignet c'est le canal carpien. Le canal carpien, tout le monde le connaît, donc c'est la compression classique. Il marche un petit peu ce truc là. Alors voilà la fameuse arcade de Strutter au-dessus du coude. Vous l'avez ici, c'est une bandelette aponévrotique avec notre nerf médian qui peut être comprimé parce qu'il passe juste en dessous et juste derrière. Elle est plus ou moins développée chez des gens, plus ou moins compressive, et cette arcade va entraîner une compression complète du nerf médian, puisqu'on est vraiment en haut, ce qui veut dire que vous aurez tous les signes paralytiques et tous les signes sensitifs qui seront présents sur ce type de compression. Donc c'est une atteinte complète, totale,
du nerf médian. Alors au niveau du coude, voilà votre fameux lacertus fibrosus, avec aussi une aponevrose ulnaire qui peut être accessoire, qui est en dessous. Donc le lacertus il est là, le nerf médian il descend, il passe en dessous, et ça fait un passage, et à ce passage, il est souvent comprimé. Donc c'est une compression qui est classique aujourd'hui, plus qu'elle ne l'était avant. Et je vous ai dit qu'on recherche systématiquement, surtout chez les personnes qui reviennent avec des troubles sensitifs itératifs après une libération du canal carpien, qui disent « je ne comprends pas, j'ai toujours des douleurs ». Donc si c'est très important, bien sûr, ça va aboutir à une compression de type total. Si c'est une compression qui est légère, surtout que les gens s'en aperçoivent assez vite, on va avoir surtout des signes sensitifs, quelquefois des signes moteurs, à hauteur de diminution de la force motrice, puisqu'on le retrouve dans les fléchisseurs des doigts, du poignet ou du pouce, parce que ce sont des tests qu'on fait systématiquement. Et souvent, ça se confirme lorsqu'on les opère, et ce n'est pas forcément visible à l'électromyogramme. Souvent, on n'a pas de comparatif à l'électromyogramme, c'est pour ça qu'au début, on ne comprenait pas. On avait des gens qui revenaient, ou qui venaient pour des premiers signes de compression du nerf médian, avec un EMG qui était négatif, et quand on leur faisait le test, que je vous montrerai plus tard, on avait des réponses sur le test. Alors, toujours dans les compressions hautes, on est descendu 2 doigts en dessous, parce que la première, c'est l'arcade de Strutter. Ensuite, vous avez lacertus fibrosus. Juste en dessous, on a, bien sûr, le syndrome du rond pronateur, qui a été décrit par Seyfarth, si vous voulez des noms, ça s'appelle le syndrome de Seyfarth. On le retrouve bien sûr chez des joueurs, chez les pianistes surtout main droite, chez les guitaristes main droite aussi parce qu'ils ont la main en pronation. Donc c'est bien évidemment une compression qui est due au niveau de la fermeture du rond pronateur, du carré pronateur, pardon. Chaque fois que vous mettez votre avant-bras en pronation, vous fermez la pince entre les deux faisceaux et votre nerf médian va être comprimé. Donc tous ces signes d'atteinte haute, ce sont des atteintes hautes, c'est-à-dire totales. Ça veut dire que vous allez avoir une atteinte d'abord de tous les extrinsèques, c'est-à-dire les pronateurs, les fléchisseurs du poignet, sauf le fléchisseur ulnaire du carpe qui bien sûr est énervé par le nerf ulnaire. Les fléchisseurs superficiels en entier, je vous rappelle que le superficiel est énervé entièrement par le nerf médian. Et les profonds, alors on dit, livresquement, on dit sur les bouquins, on dit le 2 et le 3. Voilà, en fait, bien souvent, le fléchisseur profond du 2 est souvent énervé tout seul par le nerf médian. Et le 3, 4, 5 est pris par le nerf ulnaire. Bien souvent, on dit 1 et 2 pour le nerf médian, 2 et 3 pardon, pour le nerf médian, 4 et 5 pour le nerf ulnaire. En fait, cliniquement, c'est souvent le 1 qui est énervé, c'est-à-dire le fléchisseur profond de l'index qui est pris par le nerf médian, et les fléchisseurs profonds du 3, 4, 5 qui sont pris en charge par le nerf ulnaire. Ça se confirme anatomiquement aussi, parce que le fléchisseur profond du 5 est un muscle à part, c'est-à-dire qu'il est décalé par rapport aux autres. Il a souvent un corps musculaire qui est séparé. Ensuite, vous avez une atteinte de tous les intrinsèques, puisque la compression est haute. Donc tous les intrinsèques qui sont énervés par le nerf médian seront touchés. Donc ça prend en compte tous les intrinsèques du pouce, c'est-à-dire le courroie abducteur en premier, le faisceau superficiel du cofléchisseur et l'opposant. Et bien sûr, ça va prendre en compte les deux lombricaux, du 2 et du 3, qui sont énervés par le nerf médian, alors que le 3, le 4 et le 5 sont énervés par le nerf ulnaire. Et à cela, vous allez compléter une atteinte sensitive, puisque vous avez une compression haute, dont l'atteinte sensitive sera avec la cartographie classique, c'est-à-dire une diminution de la sensibilité dans les pulpes du 1, du 2, du 3 et de la moitié radiale du 4, que vous devez dissocier de l'autre côté. Donc vous avez un tableau qui est global, plus ou moins important, suivant l'atteinte, le niveau de compression, suivant le degré ou le temps d'attente du patient. S'il met 6 mois à venir consulter avec sa compression, c'est sûr que ça sera plus compliqué. Avec des troubles importants. Vous voyez qu'il y a des troubles sensitifs. Quand je vous dis que le nerf médian a une charge sensitive importante,
étrophique, vous voyez la pulpe de l'index qui est complètement atrophiée par rapport aux autres pulpes. Donc ça aussi, ça se voit, ça peut se quantifier. Ce sont des gens qui ont des pulpes qui sont fines, avec plus ou moins un effacement des dermatoglyphes, avec des troubles de la sudation, donc parce que c'est le contingent sensitif et sympathique qui va être intéressé. Voilà, donc c'est quelque chose d'important, hein. Vous voyez que c'est une atteinte qui mérite d'être dépistée rapidement. Alors, toujours dans les atteintes hautes du nerf médian, on va avoir sur le plan clinique et sur le plan fonctionnel une paralysie de la flexion de l'IP du pouce, c'est-à-dire que le long fléchisseur du pouce est paralysé, donc votre patient ne pourra pas plier le pouce complètement. Il ne pourra pas plier l'index parce que le profond qui est innervé par le médian est paralysé et les superficiels sont paralysés aussi. Donc il n'a rien pour compenser, sauf les intrinsèques. Or les lombricaux sont paralysés aussi, donc il aura une perte de flexion complète du doigt. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le signe du prédicateur ou de l'index tendu. Quand vous demandez à ces gens de plier les doigts, ils restent comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'index tendu, le pouce tendu, et ils ne peuvent pas fermer les deux. C'est le signe du prédicateur, parce qu'il n'y a pas de compensation possible. Alors, il n'y a pas beaucoup de solutions, bon, à part la chirurgie bien sûr, et les transferts palliatifs. La solution, c'est de le mettre en syndactylie avec le 3, pour essayer de faire plier le 2 avec le 3, parce qu'il n'y a aucune possibilité de le motoriser. Voilà, donc rappelez-vous ce signe, c'est facile à voir, hein. Vous faites plier les doigts, si vous avez quelqu'un qui reste avec l'index et le pouce tendu, ça veut dire qu'il a une atteinte haute, parce qu'il a à la fois une atteinte des extrinsèques et des intrinsèques. Tous les extrinsèques de l'index sont touchés, et les intrinsèques de l'index et du pouce sont touchés. Donc vous n'avez pas de possibilité de flexion, ni de l'AMP, ou très peu, parce que il reste quand même encore les interosseux, mais vous n'avez pas de flexion de l'IP, pas de l'IPD, pas de flexion du pouce. Vous voyez la pulpe, hein, je vous ai dit, on la voit, c'est facile à voir. Hein. Là, elle est complètement, vous n'avez pas la même forme. Donc vous avez le signe complet de l'index tendu par rapport à une main complète qui va fermer complètement les doigts et le pouce. Et vous avez cette atteinte du corps abducteur, puisque les intrinsèques du pouce sont touchés. Donc il n'y a pas de possibilité d'antépulsion de la colonne du pouce. Voilà. Alors, l'antépulsion de la colonne du pouce, elle est prise en charge exclusivement, normalement, par le corps abducteur. Mais vous verrez que certains patients arrivent à mettre le pouce en avant parce qu'ils ont un long abducteur qui est un peu décalé, placé différemment, et donc ils vont compenser l'ouverture du pouce avec le long abducteur parce que le corps abducteur sera paralysé. Donc ne vous faites pas avoir. C'est facile à voir et à palper. Hein. Palpez la zone ténarienne, vous verrez que s'il y a vraiment une fente de l'espace qui est occupé par le corps abducteur, cherchez s'il ne compense pas. Il ne sait pas qu'il triche, hein, mais s'il compense avec le long abducteur du pouce. Alors on peut aller encore plus loin pour donner des instructions, des informations de niveau au chirurgien, en tout cas de localisation. Ce sont les fameux tests de Spinner. Les tests de Spinner sont faits pour dépister les atteintes du nerf médian au coude. Donc, quand vous avez une compression qui est due au lacertus fibrosus, c'est-à-dire qu'on est au-dessus, vous avez une douleur à la supination. Pourquoi? Parce que quand vous supinez, vous mettez en tension le lacertus fibrosus, alors que vous le détendez lorsque vous êtes en pronation. Donc la mise en supination forcée de l'avant-bras va entraîner des douleurs qu'on retrouve au palpé, c'est-à-dire que quand vous mettez la main en supination, et si vous appuyez à l'endroit où se trouve l'expansion pneumatique du biceps, les gens vous disent qu'ils ont mal. Ils ont un point électif, ils ont un point douloureux à ce niveau. C'est pas pour rien qu'ils ont mal. Donc c'est la douleur à la supination. Donc je vous passe les violonistes, hein, c'est main gauche du violoniste bien sûr, parce qu'ils sont en supination forcée, les guitaristes aussi, les sportifs de haut niveau aussi qui travaillent en supination en fonction de leur sport, peuvent avoir ce type de compression. Deuxième test, c'est le test du romponateur. Donc on est descendu un doigt en dessous le lacertus fibrosus. Là c'est l'inverse, c'est la douleur à la pronation, parce que quand vous allez vous mettre en pronation forcée, active, vous allez fermer les deux faisceaux du romponateur, donc votre nerf médian va être comprimé. Donc c'est significatif d'une compression du nerf médian entre les deux faisceaux du romponateur si vous demandez une pronation forcée
ça déclenche les douleurs. En plus, ça se repère aussi pareil au doigt. Si vous appuyez sur l'insertion des pronateurs, ils décrivent une douleur qui est environ un doigt ou deux doigts en dessous de l'acertus fibrosus. Donc c'est une compression qui est classique, la compression du rond pronateur. On l'a retrouvée, on l'a recherchée systématiquement. Maintenant, on s'est déporté sur le lacertus fibrosus parce qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi pas mal de lacertus fibrosus. Troisième thèse de Spinner, c'est l'anneau du superficiel. Donc je vous ai dit que le nerf médian plongeait sous le superficiel et donc il fait un véritable anneau et il est surtout en regard du superficiel du troisième doigt. Donc si vous demandez une flexion contrariée du troisième doigt avec votre superficiel, c'est-à-dire ça, et que vous contrecarrez l'action, vous allez avoir une douleur à la flexion de l'IPP du 3. Donc cette douleur à la flexion contrariée de l'IPP du 3 est caractéristique d'une lésion du nerf médian au moment de sa plongée sous l'anneau du troisième du fléchisseur. Donc c'est intéressant pour le chirurgien parce que ça lui facilite sa dissection, que sinon il est obligé de disséquer à partir de l'acertus, de descendre, d'aller au rond pronateur et ensuite de prolonger son incision vers l'avant-bras pour plonger jusqu'au niveau de l'arcade qui est relativement profonde puisqu'elle est sous les fléchisseurs du carpe. Donc si vous lui donnez des informations comme ça, ça va l'arranger parce que ça va lui limiter un peu sa recherche. Alors, un que vous devez connaître si vous voulez être brillant, parmi les médecins qui font les examens, des fois qui ne le connaissent pas, c'est le syndrome du nerf interosseux antérieur, qui a été décrit par Kilo Nevin, que la plupart des gens qui font de la neurologie périphérique connaissent, mais pas forcément tout le monde. Donc c'est une compression qui est plus basse, puisque le nerf interosseux antérieur, on le retrouve, c'est une collatérale du nerf médian, c'est-à-dire que votre nerf médian, après être passé sous l'arcade du superficiel, va descendre pour aller vers le canal carpien, avec tout son contingent. Et avant de descendre, il va lâcher une collatérale qui va être profonde, qui va courir le long de la membrane interosseuse, qu'on appelle le nerf interosseux antérieur. Ce nerf n'a aucun contingent sensitif. Ça, il faut que vous le marquiez en gros, parce que ça vous évitera de faire des conneries ou de dire des conneries. Comme ça, vous êtes sûr de ce que vous dites. Il n'y a aucun contingent sensitif sur le nerf interosseux antérieur. Par contre, il va énerver le fléchisseur du pouce, le long fléchisseur du pouce. Il va énerver souvent, pratiquement toujours, le fléchisseur profond de l'index, et il va énerver le carré pronateur, c'est-à-dire le pronateur quadratus. Ce qui veut dire que ce sont des patients, si vous leur demandez de faire ça, de faire la pince ronde, ils ne pourront pas et ils vont faire ça, c'est-à-dire le signe, on appelle ça le signe de la pince carrée. C'est facile à dépister, facile à diagnostiquer. Vous leur demandez de pincer les doigts et de les arrondir. S'ils sont comme ça veut dire qu'ils ont une atteinte, une paralysie du long fléchisseur du pouce et une paralysie du fléchisseur de l'index. Ça signe l'atteinte du nerf interosseux antérieur, confirmée par l'absence de troubles sensitifs. Parce que je vous dis qu'il n'a pas de contingent sensitif. Donc la sensibilité est normale. Ce sont des gens, quand vous les testez au niveau des pulpes de l'index et du pouce, ils vous disent je sens très bien. Forcément, ils sentent bien, parce que la compression elle est sur le nerf interosseux antérieur, alors que l'innervation sensitive, le contingent sensitif, est parti déjà avec le faisceau, le nerf principal. Voilà, donc souvenez-vous-en, parce que vous le retrouverez, on le voit souvent, hein, donc ça peut être chirurgical, quand on le retrouve, on propose souvent de les opérer, il faut libérer le passage du nerf interosseux antérieur, il faut libérer assez rapidement pour pouvoir avoir un résultat rapide. Donc avec le signe de la pince carrée, si on les opère assez tôt, ce sont des gens qui récupèrent, alors ça ne récupère pas en 2 jours, hein, puisque c'est quand même assez haut, il faut leur dire qu'ils vont en avoir au moins pour 3 ou 4 mois avant d'avoir les premiers signes de récupération. Alors, le canal carpien, donc là c'est le grand classique, hein, vous savez tout ce que c'est la pathologie classique des dames d'un certain âge à partir de la cinquantaine, c'est bien sûr des problèmes d'ordre endocrinien qui favorisent ce genre de lésions. C'est pas forcément et rarement l'activité, puisque c'est pas toujours décrit comme maladie professionnelle, même chez les secrétaires. C'est souvent bilatéral, ça arrive, je vous ai dit, surtout autour de la période ménopausique. C'est plus rare chez les hommes. Donc il y a certainement un contingent endocrinien ou hormonal qui est calé là-dessus.
On le voit aussi chez des gens qui sont diabétiques, hein, puisqu'on a des compressions d'origine diabétique par dépôt dans le canal carpien. Ça peut se voir chez des gens qui ont une hyperactivité, comme des musiciens ou des artistes ou des sportifs de haut niveau, qui ont une hyperactivité avec les doigts longs, qui fait qu'il va y avoir une synovite réactionnelle sur les tendons des fléchisseurs. Donc si vous avez des éléments tendineux à l'intérieur du canal carpien qui augmentent de volume, comme le canal, lui, c'est un trou, c'est un cylindre qui ne bougera pas, qui est inextensible, la pression va augmenter à l'intérieur. Et donc ça déclenche un canal carpien. Alors, les premiers signes sont bien sûr des troubles sensitifs. Les gens viennent consulter parce qu'ils perdent la sensibilité à la pince. Ils nous disent je sens plus bien au niveau des doigts. Ou souvent j'ai des maladresses au niveau des doigts. Alors, on dit je casse la vaisselle, je tombe les couteaux, je tombe les fourchettes. J'ai pas la même dextérité que j'avais avant. Il y a surtout des douleurs nocturnes. Donc ça s'appelle des causalgies, c'est classique du nerf médian. Les douleurs nocturnes, ces causalgies, réveillent les gens la nuit. Et souvent, ils vous disent, je suis obligé de me réveiller, il faut que je secoue ma main ou que j'aille la mettre sous le robinet, d'eau froide ou d'eau chaude, ça dépend des gens, pour retrouver mes sensations et me calmer. Donc ça aussi, ce sont des signes qui sont en faveur d'une compression normale, classique du nerf médian. Les causalgies de la nuit qui obligent les gens à se lever ou à bouger la main pour essayer de diminuer les fourmis qu'ils ont dans les doigts. Donc ça déclenche des acroparesthésies, on appelle ça des acroparesthésies parce que c'est pas des douleurs, au début c'est pas une diminution de la sensibilité, c'est une sensibilité qui est qui est exacerbée et qui est gênante pour la plupart des gens, avec bien sûr une sensibilité au froid qui est augmentée, hein, puisque quand ils vont au ski, ils vous disent quand je vais faire du ski, c'est pire que quand je suis au soleil. Alors, les signes sont faciles à faire, hein. C'est d'abord le tunnel, hein. Donc il faut percuter le canal carpien. Je vous rappelle que le canal carpien, il est là, donc il faut le percuter ici et pas en haut, comme je le vois certains. Le canal, il est là, vous devez percuter ici. Pardon. Si vous percutez et que ça doit déclencher des douleurs, en tout cas, une sorte de courant électrique dans les doigts concernés. Donc le patient doit vous décrire un flux qui va descendre dans les 3 doigts, parce que ce sont les plus faciles, hein, le 4 est plus compliqué. Donc on a les 3 doigts qui sont réservés au nerf médian. Il y a le signe de Phalen, c'est-à-dire qu'il faut faire une flexion forcée du poignet pendant 1 minute environ, ou un peu moins d'1 minute, et en règle générale, le patient vous dit « je commence à avoir des fourmis ». Il y en a un autre qu'on appelle le signe de Paley ou le signe de McMurtry, c'est pareil, c'est la compression du nerf médian. Donc souvent on fait les deux, c'est-à-dire que pour avoir la réponse, le plus simple c'est la compression sur le canal carpien, ça c'est facile. Ensuite la flexion forcée du poignet, après il y a la compression, vous appuyez sur le canal carpien avec le pouce, vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire que vous pliez le poignet et vous comprimez, le nerf à l'intérieur. Voilà, quand vous êtes comme ça, si rapidement, au bout de 15-20 secondes, le patient vous dit « j'ai déjà des fourmis dans les doigts », vous pouvez arrêter, c'est la seule qui est positive. Voilà. Alors, bien sûr, le Paley, il y a des sensibilités qui ont été décrites. Le Paley et le McMurtry est plus sensible et plus spécifique sur une compression du canal carpien. Voilà, on comprime le pouce, on est sûr qu'on est en appui dessus, avec le pouce on appuie sur le nerf médian, on est dans l'axe du 3e doigt parce qu'on est dans l'axe du canal carpien, et certains aiment bien faire ce test. Le Phalen, il est intermédiaire, c'est-à-dire c'est la flexion isolée du poignet, c'est pas toujours clair ni évident d'avoir une réponse avec le test de Phalen tout seul. Mais si vous complétez le Phalen avec une compression au niveau du poignet, vous allez augmenter quand même les chances d'avoir une réponse positive. Alors le Tinel, bon, c'est certainement le moins fiable puisqu'il s'adresse à tout le monde. On peut le faire rapidement, plus ou moins bien. Les gens ont des sensibilités. Donc il faut le faire parce que c'est vite fait, on a très vite une réponse. Mais ça va entraîner
plus ou moins des réponses qui seront plus ou moins positives. Alors le tunnel carpien, voilà, hein, c'est un trou, hein, je vous l'ai dit, c'est un volume qui est inextensible, à l'intérieur duquel passent bien sûr les fléchisseurs unaires du carpe et les radios sont au-dessus. Donc à l'intérieur, vous avez les 4 superficiels, les 4 profonds, le long fléchisseur du pouce et le nerf médian qui est au milieu. Donc c'est clair que si ces éléments-là grossissent, c'est bien le nerf médian qui se trouve au milieu, eh bien il va forcément souffrir et ça va entraîner un canal carpien qui sera clair et qu'il faudra opérer. Donc je vous ai dit que normalement, il faut, pour pouvoir opérer un canal carpien, pour un chirurgien, c'est médico-légal, il faut que le MEG soit positif. Donc la vitesse du nerf médian au niveau du poignet est d'environ 45 ou 50 mm par seconde. Si vous avez une vitesse qui tombe à 20 ou 25, c'est sûr que ça confirme la compression du nerf médian. Voilà, donc il y a 2 façons de faire un canal carpien, c'est à ciel ouvert, ce qu'on fait depuis longtemps, et puis sous endoscopie. Donc aujourd'hui, ils font 90% des canaux carpiens sous endoscopie. Ceux qui sont passés chez nous ont dû voir Jean-Luc le faire au bloc. Ça prend 5 minutes, hein, vous avez vu, l'installation sur la table est plus longue que l'intervention. Donc il y a une incision qui est minime, hein, elle est au niveau du poignet, ils rentrent l'outil par là, voilà, ils agrandissent le trou avec un dilatateur. Ensuite, ils mettent l'outil dans le canal, qui comprend une caméra au bout avec un couteau qu'ils actionnent avec le doigt. Donc c'est simple à faire, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit fait par des gens compétents. Il faut ouvrir le canal sur toute la longueur. Souvent, il y a des gens qui reviennent parce qu'ils ont une ouverture du canal carpien qui a été faite de façon insuffisante. C'est-à-dire que le chirurgien a coupé une partie du ligament, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout, soit en proximal, soit en distal. Donc vous avez une zone de compression qui reste, qui persiste. Souvent, les gens, quand on reprend, on voit que l'acte chirurgical a été incomplet lors de la première intervention. On le montre aux patients, hein, vous avez vu, ils ont un écran, donc le chirurgien explique, vous voyez, là, je suis dans le canal, le ligament est au-dessus, clac, je sors le couteau, et en reculant l'endoscope, hein, il leur montre qu'au fur et à mesure, il ouvre le canal, il ouvre le ligament, et une fois que le ligament est ouvert complètement, on voit apparaître le nerf médian avec les tendons à côté. Et donc il montre, il dit, vous voyez, à cet endroit, il y a un endroit où le nerf est comprimé parce qu'il est plus blanc, il est moins vascularisé, où il y a des réactions, on peut leur montrer des signes de ténosynovite et des fléchisseurs à côté. On peut leur dire aussi, si vous voulez, si on a le temps, je vous montrerai, j'en ai un film de canal carpien, si vous n'en avez jamais vu. Donc on s'aperçoit des fois qu'il y a des signes de pré-rupture des tendons fléchisseurs qui sont abîmés et qu'il faut protéger. Voilà, donc on voit ça, hein, là le canal est fermé, et une fois qu'il est ouvert, ça donne ça, c'est-à-dire que les berges vont largement s'écarter, et on libère complètement le nerf médian. Donc, vraiment, ça dure 3 minutes. Il faut avoir des gens confirmés, parce qu'il faut faire attention, parce qu'au milieu du canal carpien, c'est-à-dire après qu'on ait ouvert le ligament, il y a la branche ténarienne qui va partir pour innerver les muscles de la colonne du pouce, qui est souvent en situation invariable. Elle n'est pas toujours au même endroit. Donc vous avez intérêt à avoir affaire à un chirurgien qui va la repérer. Donc Jean-Luc la repère toujours, souvent il la libère en plus, de façon à ne pas l'abîmer pendant l'acte de chirurgie d'ouverture du canal carpien. Voilà, donc la chirurgie à ciel ouvert, c'est plus contraignant, hein. On ouvre, c'est pareil. Elle est indiquée chez des patients qui ont une synovite excessive des tendons fléchisseurs. Bon, la chirurgie endoscopique est réservée aux compressions simples. Si on est persuadé ou si on voit avec l'endoscope qu'on a une synovite importante des fléchisseurs, ils ne peuvent pas le faire sous arthroscopie. Donc ils sont obligés d'ouvrir le canal carpien à ciel ouvert et de faire la synovectomie des tendons fléchisseurs et de refermer. Voilà, ça complique un peu les suites parce que si vous voulez, quand on ouvre le canal carpien à ciel ouvert, on ouvre les 2 parties du ligament et donc on a une perte de force puisqu'en fait le canal carpien, le ligament annulaire c'est la première poulie de réflexion des doigts longs. Avant de passer aux poulies des doigts,
le canal carpien fait office de poulie, donc quand le ligament est complètement ouvert, les tendons peuvent faire la corde de l'arc. Ce sont des gens qui mettent environ 3 mois pour récupérer la force de flexion au niveau des doigts longs. Quand c'est sous endoscopie, au bout d'une semaine, pratiquement, ils ont récupéré la force. Alors c'est vrai qu'il y a des différences, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais il y a Rimbaud, qui est le patron du SOS Semaine d'Angers, qui avait fait une revue une fois sur, je sais plus, 250 canaux carpiens qu'il avait opéré lui-même, donc même chirurgien, c'est-à-dire monochirurgien, même technique, même examen électromyographique, même examen, même suivi post-opératoire, qui est différent suivant les équipes. Et donc le résultat était clair, sur les 250, tous les gens qui étaient en profession libérale ou qui étaient à leur compte ont repris le travail au bout de 8 jours. Nous, on a une infirmière chez nous qu'on a opérée un samedi, qui a repris le travail le lundi. Il y a un de nos chirurgiens qui s'est fait opérer un samedi matin, et le lundi matin, il était au bloc. Donc la plupart des gens qui étaient en profession libérale ont repris au bout de 8 jours. Ceux qui étaient dans des structures en salariat ont repris au bout de 1 mois. Et les fonctionnaires ont repris au bout de 3 mois. Voilà. Donc c'était clair qu'en fonction de la profession, eh bien, la reprise et le retour au boulot, effectivement, ça va pas mal changer et pas mal se modifier. Alors, il y a des gens à risque, hein. C'est sûr que les musiciens font des canaux carpiens, c'est classique, on en voit beaucoup. Il faut faire attention aux flexions et extensions exagérées du poignet. Il faut faire attention à certains sports à risque. Le vélo, par exemple, est un sport à risque parce qu'on est en extension du poignet. Donc, c'est pas bon pour les gens qui ont une activité artistique. On leur dit, si vous voulez faire du vélo, ne faites pas du vélo. Sinon, il faut choisir dans la vie ce que vous voulez faire. On peut trouver des anomalies. Donc, il y a des anomalies au niveau du canal carpien. On les voit même quand on le fait sous endoscopie. On a des fois des tendons fléchisseurs. Vous savez que les fléchisseurs, le corps musculaire s'arrête au tiers moyen, tiers inférieur de la membrane. Il y a des gens qui ont des corps musculaires qui descendent de très bas. Ce qui fait que lorsqu'ils sont en ouverture des doigts, en extension complète, les tendons, les corps musculaires s'engagent dans le canal carpien. Ils s'engagent plus ou moins. Et s'ils s'engagent trop, ben, ça va augmenter la pression puisque ça va prendre de la place. Donc ce sont des gens à qui il faut faire une chirurgie un peu plus extensive. Il y en a qui ont l'inverse, qui ont des lombricots. Ça souvent, si vous avez vu Jean-Luc au bloc, il le montre, quand vous pliez les doigts, les lombricots viennent s'engager dans le canal carpien. Ça aussi, c'est une cause de compression intrinsèque qui peut provoquer une augmentation de pression au niveau du canal carpien, surtout si vous avez des lombricots un peu hypertrophiques, si vous avez une activité importante au niveau des doigts. Voilà, donc à part les hypertrophies ou les anomalies musculaires, je vous en montrerai une après, eh bien, on peut avoir des ténosynovites, je vous ai dit, c'est-à-dire une augmentation du volume des tendons, parce qu'il y a une hyperutilisation, il y a un overuse, il y a une vraie maladie professionnelle, c'est-à-dire une TMS qui fait que le patient, les mecs qui sont sur des postes de travail où toute la journée ils attrapent des objets pour les déplacer, les changer, c'est sûr qu'au bout d'un moment ça commence à peser. Et donc si on a une augmentation de volume du contenu, eh bien comme le contenant ne bouge pas, la pression va augmenter. Et donc vous aurez une compression du nerf médian qui va forcément obliger à faire un canal carpien à ciel ouvert parce qu'il faudra faire une ténosynovectomie. Alors voilà une compression anormale qu'on a trouvée une fois. Il est là, hein. On avait fait une écho après parce qu'on ne comprenait pas. Et donc quand il a été opéré, on a trouvé, c'est un long palmaire qui est inversé. C'est-à-dire que le corps musculaire est en bas ou d'être en haut. C'est pas courant, on ne l'a pas vu souvent. Mais il avait le corps musculaire en bas, donc le corps musculaire a rentré dans le canal carpien et le gênait complètement. Voilà, la synovite, vous voyez ce que c'est, c'est une synovite réactionnelle, je vous l'ai déjà montré cette photo. Donc on a des tendons qui sont épais, qui sont engorgés, et évidemment, dès qu'ils rentrent dans le canal carpien, ça prend 2 fois plus de place que un tendon qui est normal. Donc sur le plan clinique, vous avez, pour les paralysies basses, je vous rappelle qu'on est au niveau du canal carpien, les extrinsèques ne sont pas touchés. Donc au niveau des doigts longs, vous n'avez rien du tout. Au niveau de la flexion du pouce, de l'IP du pouce, vous n'avez rien du tout, puisque le long fléchisseur est énervé au-dessus. Donc vous ne pouvez avoir des signes moteurs que sur les muscles qui sont énervés bas. Donc vous allez perdre
sur le plan moteur, le court abducteur du pouce, parce que lui, il est toujours innervé. Donc si la compression dure trop longtemps, vous allez avoir un court abducteur qui va fondre complètement avec une loge ténard qui va se diminuer de volume. Donc vous allez perdre l'ouverture de la colonne du pouce, parce qu'elle ne sera plus prise en charge par le court abducteur. Elle pourrait être compensée si le pouce est à plat par le long extenseur, qui, en étendant le pouce, peut l'écarter. Elle peut être compensée en avant par le long abducteur s'il est posé différemment. Vous allez perdre la pronation du pouce, puisque vous avez l'opposant du pouce qui est paralysé. Donc vous allez avoir une petite course, ce qu'appelait Capandji la grande course d'opposition, c'est ça, c'est-à-dire que le pouce s'écarte. Parce que pour s'écarter, il faut qu'il y ait un court abducteur, et qu'il tourne, il lui faut un opposant. Ça, c'est la grande course. Quand vous n'avez ni l'opposant ni le court abducteur, vous faites des mouvements d'opposition qui rasent la paume de la main. C'est la petite course d'Adalbert Capandji. Ça, c'est facile à voir et c'est facile à diagnostiquer. Alors, on peut les appareiller, bien sûr. Il faut faire une attelle d'ouverture de commissure pour compenser, en attendant qu'il y ait une chirurgie soit de libération du nerf médian, soit de reconstruction, c'est-à-dire une chirurgie palliative qui soit faite de façon à les mettre en position d'opposition, parce qu'ils risquent de fermer après, secondairement, leur commissure. Et si vous laissez une commissure se fermer, elle va se rétracter, et là vous aurez une déformation qui sera iatrogène, c'est-à-dire qu'elle aura été provoquée par vous, parce que vous n'aurez pas mis en place ce qu'il fallait. Donc c'est, on appelle ça le sébar, on le fera, je crois qu'on va se voir bientôt pour faire de l'appareillage. C'est le sébar qui peut être tout bêtement fait avec un bout de plastique, on met dans la commissure, tout bêtement, sans faire le tour. Le tour, vous verrez que c'est du décor. Si vous restez du plastique, vous mettez du plastique autour. Mais le plus important, c'est de mettre quelque chose dans la commissure, et on appelle ça un sébar parce que ça a la forme d'un C. Voilà. C'est tout bête, et ça gagne à tous les coups. Pareil pour les musiciens. Donc, pour les musiciens, on le fait, les gens qui ont des compressions du nerf médian, ou qui ont des atteintes plus ou moins poussées du nerf médian, qui n'arrivent plus à tenir un instrument, on leur fait un appareillage qui est soit un appareillage dur comme ça, sachant que c'est compliqué pour eux de jouer avec ça, donc il faut contrôler, il faut qu'ils viennent avec leur instrument pour le régler et le découper, enfin pas l'instrument, mais le plastique, le découper de façon à ce qu'ils puissent avoir une activité normale sans avoir de gêne. Sinon, on a des attelles aujourd'hui, on commence à avoir des attelles à néoprène qui font un rappel sur l'ouverture du pouce, qui leur permet de jouer plus facilement. Alors vous voyez, l'opposition, je vous ai dit, c'est un geste complexe, parce que pour pouvoir amener le pouce avec la grande course de Capandji en avant et en face des doigts, eh bien vous devez avoir les trois nerfs qui sont fonctionnels. Donc vous devez vous servir du long extenseur du pouce, parce que vous allez déjà écarter le pouce sur le plan de la main. Ensuite, vous allez vous servir de l'opposant pour amener le pouce en avant. Après, vous allez vous servir du court abducteur, parce qu'il faut écarter le pouce dans le plan de la main. Et enfin, vous aurez besoin du court fléchisseur, parce que pour pouvoir attraper un objet avec un autre doigt, vous aurez besoin des muscles de la loge ténard, c'est-à-dire une partie ou un entier du court fléchisseur. Donc, en fait, pour faire ce geste bête d'attraper, eh bien, vous avez besoin des trois nerfs principaux de la main, c'est-à-dire le nerf médian, le nerf lunaire et le nerf radial. Et si vous en manquez un, eh bien, vous êtes dans les choux. Voilà. Donc, vous avez compris le nerf médian. Donc c'est simple, il faut le dépister et il faut le chercher à tous les niveaux. Alors la chirurgie, donc quand on a des compressions qui sont dépassées, ou même des sections, parce que là on est dans les syndromes canalaires, mais on a la même sémiologie, si vous voulez, sur une section, sur un coup de couteau, sur une agression à la place de la Comédie ou à la gare. Donc quand c'est rompu, quand c'est coupé, il y a bien sûr des sutures directes qui sont faites, et si ça ne récupère pas au bout d'un an, on peut faire une chirurgie palliative. Donc, la chirurgie palliative consiste à ranimer l'opposition. C'est l'élément le plus important, c'est-à-dire qu'il faut redonner aux gens la possibilité d'ouvrir le pouce et d'attraper un objet. Tous les gens qui ont des atteintes du nerf médian qui sont installés ont ce déficit. Donc il y a trois types de transferts qui ont été utilisés, avec un qui est le leader aujourd'hui. Donc les transferts tendineux sont le Kamitz, le Bourrel, je fais cadeau des noms, vous en foutez, mais je vous dirai ce que c'est. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est avec quoi c'est fait. C'est donc le Kamitz, le Bourrel et le Bunel. Donc le Kamitz, c'est le long palmaire qu'on va désinsérer de son insertion au niveau de la ponévrose palmaire et qu'on va amener en avant
sur le pouce. C'est celui-là. On va le mettre ici et on va le décaler. Ensuite, il y a le bunel. Alors le bunel, on ne le fait plus parce que pour le bunel, il fallait prendre le superficiel du cartre, ce qui est gênant quand même. Et on le faisait passer derrière le canal carpien et on l'a mené vers le pouce. Aujourd'hui, celui qu'on fait le plus, c'est le Bourrel Kaplan. Bon, l'intervention de Bourrel, elle paraît complexe, mais en fait, elle est très simple. Hein. C'est l'extenseur propre du pouce qui est prélevé, qu'on fait passer derrière le poignet en circonflexion et qu'on va ramener en avant pour en faire un antépulseur. Donc, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit bien réglé. La difficulté dans ces transferts, y compris sur le Bourrel, c'est de bien le régler. C'est-à-dire qu'il faut que le transfert arrive juste au niveau de l'expansion pénébrotique sur la MP. S'il est trop en avant, s'il est trop distal, il va entraîner une flexion de la MP quand il va le contracter. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut qu'il soit antépulseur et qu'il soit à la fois légèrement pronateur, c'est-à-dire qu'il puisse faire tourner la colonne du pouce. Donc il faut qu'il soit pas trop distal et il faut qu'il soit un peu dorsal de façon à avoir le mouvement que le chirurgien décide. Donc c'est compliqué à faire. Aujourd'hui, c'est facilité par la technique de la chirurgie patient éveillé, c'est-à-dire la technique du Valand. Je voulais expliquer ce que c'était le Valand déjà. Non? Je vous ai parlé du Valand? Non. Alors le Valand, il n'y a pas de tableau ici. Bon, Valand, ça s'écrit. Il y a un tableau? C'est vrai. Alors on fait pas mal de chirurgie sous Valand aujourd'hui, c'est une technique qui a été décrite par Lalonde, qui est un chirurgien canadien. Valand, ça veut dire wide awake, ça veut dire patient complètement éveillé. Complètement. Local anesthésia, ça veut dire anesthésie locale. Et l'humour tourniquet, ça veut dire pas de garrot. Donc, je peux vous dire là-bas, c'est le donc je répète pour ceux qui sont dans les autres salles, Valand ça veut dire wide awake pour W et A. LA c'est local anesthésia et NT nous tourniquet. Donc ce sont des patients qui sont réveillés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'anesthésie loco-régionale comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on les pique là, ils ont tout le bras qui est endormi à la fois sur le plan sensitif et sur le plan moteur. Donc ils sont éveillés, il n'y a pas de garrot, donc ça veut dire que l'inconvénient c'est que ça va saigner. Et comme il n'y a pas de garrot, ils peuvent se lever et partir tout de suite, c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Et il n'y a pas de problème de parésie ou de paralysie secondaire qui est en plus imputée au garrot. Donc on injecte des produits anesthésiques sur la zone qui va être opérée, sur toute la zone de prélèvement. Il faut faire plusieurs injections, il faut en faire une dizaine ou une quinzaine, avec des produits anesthésiques, avec de l'axilo ou autre anesthésique locale. Avec des produits type éphédrine pour diminuer la vascularisation, c'est-à-dire pour éviter que ça saigne. L'intérêt, c'est qu'une fois qu'ils sont sur la table, une fois que le chirurgien a fait son transfert et son transplant, on demande au patient d'écarter le pouce ou de le plier, puisqu'il n'est pas endormi et il n'a pas d'anesthésie motrice. Donc il peut complètement réaliser, ça permet au chirurgien de régler la tension du transfert. Et pour nous, rééducateurs, ça nous arrange bien parce que ce sont des patients qui sont bien réglés d'entrée. Alors que des fois, on est obligé soit de tirer parce que le transfert est trop tendu, soit d'essayer de les retendre, ce qui est pratiquement impossible. C'est pour ça que moi, je demandais toujours à mes chirurgiens de me faire des transferts tendus, parce que je préfère avoir à tirer dessus qu'avoir à le raccourcir, parce que je sais que j'y arriverai pas. Et donc là, ça règle le problème puisqu'on peut régler complètement la tension. Donc on le fait sur les transferts du 2 sur le 1, on le fait sur les transferts de type Bourrel, on le fait aussi, on fait cette chirurgie sur les sutures de tendons fléchisseurs. Donc on fait la suture des tendons, et une fois que la suture est faite, on demande au patient de plier les doigts. Et donc on vérifie, le chirurgien vérifie sur la table que le tendon s'engage bien sur les poulies, qu'il passe bien dans toutes les poulies, que la flexion du doigt est complète et que l'extension est complète. Et qui plus est, le kiné est présent en salle d'opération pour voir, ou en tout cas le chirurgien nous fait toujours le film, pour voir la mobilité du tendon, et on le montre au patient. C'est-à-dire qu'on baisse le rideau et on dit au patient, le doigt ouvert bien sûr, on lui dit allez-y, pliez les doigts, ouvrez les doigts. Il y en a qui ne veulent pas voir,
Mais s'ils veulent voir, on leur montre. On leur montre à la fin de l'intervention, une fois qu'on a fermé, pour leur montrer vraiment ce qu'on a obtenu sur la table, de façon à ce que le lendemain, ils n'aient pas de crainte et pas de douleur ou d'anxiété à réaliser le mouvement. Donc voilà, pour tous ces transferts, pour toute cette chirurgie, la technique de Valland est quelque chose d'important, d'intéressant. C'est nouveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font encore, mais ça commence à se développer un peu partout. Lalande est un mec qu'on invite systématiquement à tous les congrès parce que c'est lui qui a commencé à faire ça sur les tendons. Et ça déborde un peu parce que c'est un mec qui opère les gens, on le voit, il fait des films, hein, il est en chemise, en cravate. Les gens sont habillés en pull, on remonte la manche, il fait une anesthésie locale, il opère les gens localement. Il y a le kiné en face, et le chirurgien et le patient. Et en cours d'intervention, il fait bouger les doigts. Et tout le monde contrôle ce qui se passe. Voilà, c'est la nouvelle mode, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin il y a plus de frais de salle d'opération, il n'y a plus de frais d'infirmière, de bloc. Il y a vraiment sur le plan de l'impact financier, c'est aussi important. Voilà, donc tous les transferts, quel que soit le type, vont être immobilisés pendant au moins 3 semaines, hein, c'est le temps de cicatrisation, c'est entre 3 et 6 semaines, en fonction des équipes, nous c'est 3 semaines. On les protège avec un appareillage, il faut leur faire un gantelet court, un gantelet de travail ou de positionnement. Voilà, donc on peut faire un gantelet plus ou moins long ou plus ou moins court. Voilà. Donc le gantelet que vous allez faire, l'important c'est qu'ils mettent le pouce en opposition. Vous pouvez le faire déborder un petit peu au niveau du poignet pour être sûr que ça ne va pas tirer, surtout si vous avez un transfert qui est fait avec un extenseur propre de l'index, parce qu'en fonction de la position du poignet, votre transfert va être en tension ou détendu. Donc là, je vous rappelle que si vous faites un transfert de l'extenseur propre de l'index, c'est la mise en extension du poignet qui va détendre votre transfert, alors que la flexion va le mettre en tension. Et en plus, on le sent, vous pouvez le palper, on le sent parfaitement sous la peau. Ici, vous pouvez contrôler la mise en tension de votre tendon chaque fois que vous demandez à votre patient d'ouvrir la colonne du pouce. Voilà, je ne reviens pas sur la connerie de la reprogrammation motrice, hein, puisque il n'y en a pas. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris l'extenseur propre du 2, qu'on le met en avant, on dit au patient, le lendemain, ou même sur la table, on lui dit écartez le pouce, il écarte le pouce. Il n'y a pas de reprogrammation motrice. C'est une vue de l'esprit, c'est une connerie. Voilà. Alors les troubles sensitifs sont importants, hein, importants parce qu'ils concernent la prise, la pince polysydigitale entre le 1, le 2 et le 3. Donc c'est surtout l'index qui est le plus touché, et souvent il est exclu. Donc cet index est exclu des prises, ce qui fait que les gens attrapent plus facilement comme ça ou comme ça, en excluant le 2 ou le 3. Donc il est exclu parce qu'ils ne sentent pas, il est exclu parce qu'ils n'ont pas de force non plus. Donc dans toutes les prises de force, comme ils n'ont pas de motorisation de l'index, surtout si la teinte est haute, ils n'ont pas de fléchisseur, ils n'ont pas d'intrinsèque non plus au niveau de l'index, donc ils excluent facilement l'index et ils se reportent sur des prises 1, 3 au lieu de faire des prises 1, 2. Voilà. Les prises fines aussi sont perturbées parce qu'ils n'arrivent pas à faire la pince ronde, puisqu'ils ont une atteinte du profond du 2 et du 1. Donc là aussi, les prises fines sont répercutées sur le 3, parce qu'avec le 3, ils arrivent à plier la dernière phalange, alors qu'ils ne peuvent pas le faire avec la phalange de l'index, parce qu'elle est paralysée. Voilà. Vous voyez, donc c'est classique. Hein. Là, il est exclu. Les grosses prises aussi, l'index est exclu. Et dans les prises fines, c'est pareil. Si vous les faites travailler sur des paires du bord, ils attrapent entre le 1 et le 3, parce que le 2 ne leur sert à rien. Voilà, vous en savez autant que moi sur le nerf médian. Alors le nerf ulnaire, donc c'est un nerf qui est un peu plus facile. C'est un nerf qui est aussi important que le nerf médian, parce que quand même il prend en charge tous les intrinsèques de la main, ce qui est pas rien. Donc il va entraîner bien sûr classiquement une griffe. Alors, apprenez à regarder vos mains et à les voir cliniquement. Systématiquement, quand j'ai quelqu'un au cabinet avec une paralysie lunaire, je suppose qu'il y en a qui ont dû y avoir droit ici. Quand je remonte une paralysie lunaire, un doigt, je dis étendez les doigts. Qu'est-ce que vous voyez? Rien. Mais vous ne voyez rien. Putain, mais ouvrez les yeux quand même, c'est facile. La paralysie lunaire, c'est une griffe sur le 4 et le 5. Donc c'est une griffe qui est plus ou moins fixée et qui est plus ou moins marquée. Donc, elle se voit systématiquement. Donc la griffe lunaire, c'est la mise en griffe du 4e et du 5e rayon. Si vous avez une atteinte médio-ulnaire, vous aurez une griffe sur les 4 doigts avec un pouce dans le plan de la main.
parce que toute la loge Thénard est prise en charge par le nez médian et elle est perturbée. Donc sur une griffe lunaire, vous aurez une griffe qui portera que sur le 4e et le 5e rayon. Donc c'est facile à voir, c'est facile à dépister. Ce qui est facile à voir aussi, c'est la myotrophie. Mais la plupart du temps, vous n'êtes pas capable de le voir. Et je vous assure que je sais de quoi je parle. La myotrophie du premier espace, ça se voit. Le premier interosseux, qui est le muscle le plus gros de la main sur la partie dorsale, ça se voit quand il est paralysé. Il y a un trou. Il y a un trou, vous êtes contre le premier méta. Vous avez les vallées métacarpiennes qui sont déshabillées aussi, parce que les intrinsèques sont paralysés, donc vous avez une fonte des interosseux. Donc ça se voit, vous ne pouvez pas passer à travers. Donc c'est clair, et il y a d'autres signes que je vais vous détailler après. Mais déjà ça, cliniquement, vous allez faire étendre les doigts, il y a une griffe qui est présente ou qui n'est pas présente, il y a une fente des interosseux, surtout du premier interosseux dorsal, que vous ne pouvez pas passer à côté. Donc il a plusieurs niveaux de compression le nerf lunaire, c'est-à-dire qu'il peut être compressé, là il n'y a pas de compression en haut comme le nerf médian. Par contre au niveau du coude, bien sûr, c'est le canal épitrocléo-crânien, c'est classique. C'est la compression des violonistes, c'est la compression des lanceurs de javelot, c'est la compression qui peut être sur les volleyeurs. Donc le coude, c'est classique. Ensuite, vous avez la compression en bas au niveau du canal de Guyon, qui est le pendant du canal carpien. Et il y en a une un peu plus bas, que les gens connaissent un peu moins, c'est la compression au niveau du canal 1C pisciformien, c'est-à-dire entre l'apophyse du anthos, de l'os crochu et le pisiforme. Donc c'est une compression profonde, basse, qui passe souvent à la trappe. On va la revoir. Donc revoilà les niveaux de compression. Vous avez les 4. Voilà. En haut, avant l'entrée, après l'entrée ou dans la gouttière. Donc là aussi ça se dissocie. Le canal de Guyon et puis le canal ainsi pisiformien qui est en dessous. Bien sûr, c'est les violonistes main gauche, parce qu'ils jouent en hyper supination de l'avant-bras, avec une flexion plus ou moins forcée du coude et du poignet, ce qui n'est vraiment pas bon pour eux. Donc il faut leur changer le mouvement. Pareil pour les gens qui font du sport de haut niveau, avec les sports de raquettes ou de ballon. Donc la gouttière épitrocléo-crânienne, c'est la première zone de compression du nerf ulnaire qui est classique, c'est le fascia d'Osborne, si vous voulez avoir des noms. En fonction du niveau, vous avez ou pas une atteinte du fléchisseur ulnaire et du carpe. Donc vous devez le tester. Quand vous faites un bilan pour un nerf ulnaire, si on vous dit fais-moi un bilan pour ce mec qui a un nerf ulnaire qui est comprimé, vous devez palper avant tout le fléchisseur ulnaire et du carpe. Il est présent ou il n'est pas présent. Si la compression est au-dessus du fascia d'Osborne, c'est-à-dire au-dessus de la gouttière épitrocléo-crânienne, vous aurez une perte de flexion du poignet parce que le fléchisseur ulnaire du carpe est absent. Si la compression est en dessous de ce fascia, donc à la sortie de la gouttière épitrocléo-crânienne, vous aurez la présence du fléchisseur ulnaire du carpe. Donc ça va vous donner un niveau pour le chirurgien, c'est intéressant, parce que vous allez lui dire c'est au-dessus du coude ou en dessous du coude. C'est clair, c'est facile à dépister, c'est facile à voir. Si vous mettez le doigt dessus, vous allez voir qu'il est d'un côté il est bon, de l'autre côté il n'est pas bon. Vous aurez une différence aussi sur l'inclinaison ulnaire du poignet et surtout une diminution de force sur la flexion active du poignet. Donc, fléchisseur ulnaire des carpes, touché ou non touché. Les fléchisseurs profonds sont touchés. Et je vous ai dit, c'est surtout le 2, il est toujours énervé par le nerf médian. Le 3 peut être énervé par le nerf médian, mais en règle générale, le 3 est souvent énervé par le nerf ulnaire. Donc c'est le 3, le 4 et le 5 qui vont être touchés. Donc c'est facile, vous testez la flexion active contre résistance des IPD, et vous allez voir la différence entre le 1 et le 2, le 3 et le 4, qui souvent va en augmentant, ou en diminuant, c'est-à-dire que la force diminue quand vous allez du 3 vers le 4, parce qu'il n'y a plus de compensation possible. Donc la compression peut être en dessous de la sortie du canal épitrocléo-crânien, et elle se fait en règle générale au niveau de l'arcade du cubital antérieur. C'est un peu comme l'arcade du fléchisseur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à ce niveau vous avez conservation du fléchisseur ulnaire et du carpe, mais vous avez la perte de tous les fléchisseurs profonds des 3, 4, 5. Donc il y a un test de sensibilité, c'est sûr, vous allez chercher la sensibilité, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Il faut les tester sur le bord ulnaire de la main, sur la pulpe du 5. Il faut
essayez vraiment, parce on le voit, hein, c'est comme dans un livre, hein, vous touchez l'hémipulpe radial, le patient sent parfaitement, alors que l'hémipulpe unaire du carte, il va vous dire je sens pas très bien ou c'est flou. Donc vous avez des signes sensitifs qui sont nets. Vous avez une faiblesse musculaire. Donc il y a un truc classique à leur demander. Vous leur dites quand vous ouvrez la porte de la maison avec votre clé, est-ce que vous avez autant de force qu'avant pour tourner la clé? En règle générale, ils vous disent non, j'ai perdu de la force dans le key grip. C'est-à-dire que la fonction de serrer une clé, même pour démarrer une voiture, c'est compliqué pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu l'adducteur du pouce et ils n'ont pas le premier interosseux dorsal. Donc ils ne peuvent pas serrer avec le pouce. Il y a des tests de provocation à faire à l'EMG. Je vous ai dit, on peut faire un EMG simple, allongé sur une table. Si vous avez affaire à un sportif ou à un musicien, il faut lui demander avant de faire le geste répétitif plusieurs fois qu'il pratique dans son sport ou dans son art, avant de faire le EMG. Sinon, on n'aura pas forcément de signe évident sur le EMG. Le grasp et le key grip sont à faire, c'est-à-dire qu'il faut avoir un dynamomètre et mesurer la force du key grip et la force du grasp, parce qu'ils perdent de la force au niveau du serrage des doigts longs, parce que je vous rappelle que ce sont les interosseux qui assurent la force de verrouillage des doigts. Vous savez que ce sont les profonds qui vous donnent la course, c'est-à-dire qui vous donnent la mobilité des doigts, les superficiels vous donnent la force de verrouillage des doigts, et le verrouillage de la main est assuré en fin de course par les interosseux. Donc si vous avez des je répète si vous voulez, les profonds vous donnent la course, le superficiel va vous donner déjà la puissance, parce que c'est le superficiel qui est puissant, et le verrouillage est assuré par les intrinsèques, interosseux. Donc si vous avez une atteinte du nerf ulnaire, vous aurez une perte de verrouillage, notamment au niveau du grasp, c'est-à-dire la fermeture des doigts longs sur la paume, qui est facile à voir avec un dynamomètre, c'est-à-dire avec un janard. Alors le test d'hyperflexion du coude, c'est pour les musiciens ou pour d'autres, hein, même les filles qui ont des hyperflexions du coude, on leur fait, ça fait partie des tests provoqués qu'il faut faire avec un EMG. Il faut leur plier le coude en force pendant 1 minute et après faire le EMG pour voir s'il n'y a pas une différence. Alors on a souvent des gens qui nous disent, souvent je leur dis, la nuit vous dormez comment? Ceux qui dorment le coude fléchi ou les coudes pliés sous le coussin et la tête dessus, ce sont des gens qui se compriment le nerf ulnaire et qui l'étirent. Donc souvent, on leur dit, on va vous faire une attelle pour commencer, qui va vous tenir le coude en semi-extension, c'est-à-dire à moins de 30 degrés d'extension pendant la nuit, pour voir si ça apporte un soulagement. Des fois, ça peut suffire, mais en règle générale, il faut aller plus loin. Il faut vérifier le valgus. Vous savez que les filles, souvent, ont un valgus du coude, c'est-à-dire qu'elles ont un valgus qui est trop important par rapport à la normale. Donc elles sont souvent hyperlaxes. Et donc le valgus du coude va mettre en tension le nerf ulnaire puisqu'il est sur le côté. Et c'est vrai que ça va entraîner des hypoesthésies ou au contraire des hyperesthésies pendant la nuit. En règle générale, le nerf ulnaire, ça donne des hypoesthésies, contrairement au nerf médian qui donne des hyperesthésies. Voilà tous ces signes que vous devez demander et rechercher. Alors la compression basse, c'est, je vous ai dit, le canal de cuir de Guyon, ou l'arcade incipiciformienne, c'est-à-dire qu'on va plus loin. Alors, le canal Guyon, il est là. Donc si la compression est là, vous allez avoir une atteinte des intrinsèques du pouce. Si la compression est plus basse au niveau du canal incipiciformien, c'est-à-dire après le pisiforme, eh bien vous allez avoir un muscle qui va être préservé, qui va être conservé, c'est l'abducteur du pouce. Et donc ce sont des gens qui présentent ce qu'on appelle le signe de Wartenberg, c'est-à-dire qu'ils ont le petit doigt écarté. Ça veut dire que quand ils mettent la main dans la poche, ils ont le doigt qui reste dehors sur la couture du pantalon. Ils ne peuvent pas rentrer toute la main dans la poche. Ça aussi, c'est facile. Leur dire, quand vous mettez la main dans la poche, vous arrivez à la mettre ou il y a un doigt qui reste coincé. Donc le signe de Wartenberg signifie que vous avez l'abducteur du pouce qui est énervé au-dessus, qui est présent, alors que l'interosseux palmaire du 5 est énervé après, c'est-à-dire après le canal incipiciformien, comme tous les interosseux, il va être paralysé. Et donc, ils ne peuvent pas ramener le 5 contre le 4. Voilà, ça peut se régler, hein, ça peut s'opérer, on fait des transferts au niveau des extenseurs pour régler l'abduction résiduelle du 5. Mais regardez-le, hein, quand vous faites étendre les doigts, si vous voyez qu'il y a un 5 qui est plus écarté que les autres, méfiez-vous, c'est qu'il a en plus une atteinte basse avec un signe de Wartenberg.
Alors la différence entre le lunaire et le médian, c'est qu'il n'y a pas de problème sympathique. Donc il n'y a pas de fibre, il n'est pas chargé en fibre sympathique comme le lunaire médian. Donc vous n'aurez pas des problèmes de sudation, vous n'aurez pas des problèmes d'aglotystrophie, vous n'aurez pas des problèmes de pulpe effilée ou évidée. Vous aurez une perte de sensibilité qui est réduite parce que c'est surtout le bord hypoténarien qui est intéressé. Mais c'est intéressant pour vous, pour ceux qui écrivent par exemple avec un stylo, parce qu'il en reste quelques-uns encore, ça va disparaître. Mais c'est ça qui vous renseigne sur l'avancée de votre main sur votre table ou sur votre feuille, et qui vous renseigne sur le déplacement de votre main. Pensez qu'il y a un rameau cutané dorsal sur le nerf lunaire. Ce rameau cutané dorsal, il naît avant le canal de Guyon. C'est-à-dire qu'à partir du tiers moyen et tiers inférieur de l'avant-bras, à la partie antérieure du poignet, votre rameau principal descend et va plonger dans le canal Guyon, mais il lâche un rameau cutané dorsal qui va passer derrière et qui va innerver la partie dorsale de P1, P2, P3 et la moitié aussi du 4. Pensez-y parce que si la lésion est basse, très basse, c'est-à-dire au niveau du canal Guyon ou encore plus au canal incipiciférmien, vous allez avoir des troubles sensitifs sur la partie antérieure de vos doigts 4 et 5, mais vous aurez une sensibilité conservée sur la partie dorsale, disparaître la partie palmaire, je pense que je dis ça, la partie palmaire a perdu la sensibilité, mais la partie dorsale a conservé sa sensibilité. Tout simplement parce que le rameau cutané dorsal n'est pas concerné, parce que la lésion est après l'émergence du rameau cutané dorsal. On ne dites pas je me suis viandé, il sent ou il me prend pour un con, parce que normalement il ne doit pas sentir. Mais non, si la lésion est en dessous, c'est normal qu'il sente là, même avec une paralysie lunaire complète. Donc pensez-y, c'est ce qui fera de vous des gens bien bons et qui seront incontournables après dans l'examen neurologique périphérique. Alors la myotrophie, je vous l'ai dit, ça se voit, il faut vraiment, voilà, la fonte du premier interosseux qui est nette, la loge hypothénare qui fond complètement aussi sur le côté, l'atteinte des intrinsèques qui va donner ce qu'on appelle le signe du grill, parce que quand ils étendent les doigts, déjà ils sont en griffe, et comme ils n'ont plus d'interosseux, on voit que les extenseurs. C'est pour ça que certains l'ont appelé le signe du grill, parce qu'on voit que les extenseurs qui passent à travers. Alors la déformation, en plus des signes de la myotrophie, la déformation sont des signes cliniques évidents. Je vous l'ai dit, c'est la griffe cubitale ou la griffe lunaire. Souvent on garde le terme de griffe cubitale parce que ça marque plus l'esprit. La griffe cubitale, elle est marquée, elle est plus ou moins marquée. Elle est plus marquée si la teinte est basse et moins marquée si la teinte est haute. Donc si vous avez un patient, quand vous étendez les doigts, qui vous met une griffe qui est à 10-15 degrés d'extension avec 10-15 degrés de flexion au niveau des IPP, ça veut dire que la teinte est haute. Si vous avez une teinte basse, vous aurez une griffe qui sera très marquée, avec l'hyperextension des MP et l'hyperflexion des IPP et des IPD. Elle sera très marquée, parce que vous avez une rétraction des fléchisseurs, qui sont présents, alors que sur une teinte haute, comme vos extrinsèques sont paralysés aussi, mais vous avez moins de flexion des IPP et des IPD. D'accord ? Alors, votre signe de Wartenberg, je vous l'ai déjà expliqué, voilà, vous l'avez, là, c'est clair. Là, vous avez un Wartenberg, c'est-à-dire qu'il ne peut pas ramener le 5e doigt contre le 4e, parce que le corps abducteur du 5 a été conservé, donc c'est une forme motrice, mais qui est très basse. Autre signe, c'est le signe de masse qu'on appelle, c'est l'effondrement de l'arche métacarpienne. C'est surtout vos intrinsèques qui sont responsables un peu de la position de votre main, entre autres. Et donc, on a un effondrement de l'arche, c'est-à-dire que quand on les regarde de face, vous avez le 4e et le 5e rayon qui plongent, qui sont écoulés par rapport à l'autre main. Vous mettez les deux mains à côté et vous verrez que votre 4e et 5e métacarpien descendent et s'écroulent. Donc, l'arche métacarpienne n'est pas conservée. Voilà. Un signe de plus que vous devez rechercher pour savoir si vous avez une lésion complète. Vous allez voir qu'il y en a d'autres qui sont clairs. Donc on a essentiellement une atteinte des intrinsèques, puisque le nerf lunaire au niveau du canal de Guyon va prendre en charge que les intrinsèques. Donc il va innerver toute la loge hypothénare, c'est-à-dire le court abducteur, l'opposant et le court fléchisseur du 5. Il va innerver les lombricaux 4 et 5. Il va innerver tous les interosseux dorsaux et palmaires.
tous, et il va innerver le faisceau profond du court fléchisseur, c'est là où il remonte dans le pouce pour se connecter au nerf médian. On appelle l'anastomose de Richer-Cagneux, si vous voulez avoir un nom, un de plus. Donc souvenez-vous, si vous voulez vous en souvenir, il faut suivre le trajet du nerf, comme ça vous ne pouvez pas vous viander. N'apprenez pas la neurologie périphérique sur les livres, apprenez-les sur quelqu'un, vous vous en souviendrez plus facilement. Donc le nerf médian, le nerf lunaire, il descend, il passe dans le canal ganglion, il rentre dans le canal incipient pisiformien, il va innerver tout ça, et ensuite en tournant, il va innerver tous les muscles en passant. Donc les lombricaux 4-5, ensuite les interosseux dorsopalmaires, il revient, premier interosseux dorsal bien sûr, et il finit avec le faisceau profond du court fléchisseur. Voilà, moi je vous conseille de faire comme ça parce que sinon, quand on ne le pratique pas tous les jours, c'est vrai que c'est compliqué de se souvenir. Donc, ce sont des gens qui n'arrivent plus à écarter les doigts, mais ils peuvent compenser par les extenseurs. Parce que les extenseurs, quand vous ouvrez vos doigts, vos extenseurs écartent vos doigts, même si vous n'avez pas d'intrinsèque. Donc, quand vous testez les intrinsèques, faites fléchir légèrement les MP, de façon à ce qu'il n'y ait pas vos extenseurs des doigts qui viennent parasiter votre bilan. Si vous laissez étendre les MP, ils vont écarter, ils vont faire ça. Vous allez dire, tiens, ça marche bien. Non, ça ne marche pas. Pliez l'MP et demandez un écartement des doigts et un rapprochement, vous verrez qu'à partir de ce moment-là, ça ne marche plus du tout. Pareil, la compensation, elle est vraie pour les extenseurs, elle est vraie aussi pour les fléchisseurs. Et pour les fléchisseurs, c'est l'inverse. Si vous voulez faire tester les interosseux palmaires, c'est-à-dire le fait de resserrer les doigts, faites-le MP à 0 et non pas MP fléchi, parce que si vous le faites MP fléchi, eh bien ils vont se servir de leur fléchisseur pour rapprocher leurs doigts et vous vous ferez avoir, vous direz tiens, ça marche quand même. Voilà. Alors sur le plan fonctionnel, il y a bien sûr l'écroulement, l'effondrement des forces, c'est-à-dire que ce sont des gens qui perdent toute leur force de verrouillage au niveau de la main et au niveau de la pince digito-palmaire. Dans le grasp, il perd 48% de force, c'est important. Hein. Si vous comparez les deux au Jamar, vous allez voir que d'un côté, il a 50 ou 60 newtons, et de l'autre côté, il va avoir 20 newtons, 20 kg de force. Le K-grip aussi va perdre de sa force, parce qu'ils perdent dans la force de serrage du K-grip, parce qu'ils n'ont pas d'adducteur du pouce, et ils n'ont pas du premier interosseux. Donc c'est compliqué de prendre une clé, de la tourner, pour démarrer une voiture, ou pour ouvrir une porte, ou pour ouvrir une cave. Le pinch, c'est-à-dire ça, il plonge beaucoup aussi, parce que pour faire ça, il faut avoir des intrinsèques et il faut avoir aussi toute la colonne du pouce qui est innervée. Donc ça nécessite d'avoir l'adducteur du pouce, d'avoir le court fléchisseur et d'avoir un verrouillage complet. Donc le pinch va plonger autant que le K-grip. Donc on les teste à chaque fois qu'on fait un bilan, on va mesurer la force du grasp au Jamar et la force du K-grip et du pinch avec un pinch meter. Ça se fait systématiquement. Donc ils ont des difficultés fonctionnelles. Si vous les questionnez, si vous leur faites faire des choses, vous verrez que défaire un bouton de chemise, c'est dramatique pour eux, parce qu'ils n'ont pas de pince fine, ils ont une pince qui n'est pas forte du tout, donc des fois on a des boutons de manchette qui sont un peu compliqués à ouvrir. Vous voyez que les mouvements d'opposition sont perdus, il y a des compensations. L'écriture aussi avec un stylo est compliquée. Parce que pour tenir un stylo, eh bien, il faut avoir les intrinsèques du pouce, et il faut avoir l'interosseux dorsal, le premier interosseux dorsal, et le fléchisseur profond de l'index aussi. Donc si vous avez des troubles sur le nerf lunaire, vous allez avoir une difficulté de verrouillage, et donc ça va être compliqué pour vous de tenir un stylo. Pardon. Alors le signe de frottement, ça aussi vous devez savoir le faire, il faut le faire systématiquement. Le signe de frottement, ça consiste à faire tenir une feuille. Donc il faut prendre une feuille de papier ou une carte vide. Vous mettre le pouce en le temps de la main et vous prenez la feuille. Vous lui tirez. Normalement, et il tient la feuille, vous le pliez. Quand vous avez un signe de frottement positif, c'est-à-dire que quelqu'un qui paraît bien, au lieu de faire ça, là, quand vous n'avez pas d'adducteur du pouce, bien vous pliez la partie poignée, parce que vous le faites avec le long sur du pouce qui est inhérent par un nerf lunaire. Et donc, ça s'appelle un signe de frottement positif. Votre patient va tenir la feuille comme ça, avec une épée qui est fléchie. Et plus vous avez votre rond, votre ovale qui s'arrondit, plus la pince est importante, parce que ça va vous donner
facile à faire. Quelqu'un te dit qu'il faut, il dit que tenez, serrez, tirez. Si vous sortez la feuille sans effort, ça veut dire que votre signe de frottement est positif. Ça veut dire qu'il n'a pas d'adducteur du pouce, qu'il n'a pas de première interosseo dorsale, donc il a une paralysie du nerf ulnaire. Voilà, c'est le signe de l'ovale, hein, ce qui est écrit sur la fléchisseur, c'est-à-dire qu'il va tricher, et pour tricher, il va utiliser son long fléchisseur du pouce, qui est énervé, lui, par le nerf médian. S'il est bon, bien sûr. S'il n'est pas bon, eh ben, il ne pourra pas tenir. Voilà, ça c'est le plus facile à faire. C'est le signe qui est le plus significatif. Vous devez toujours rechercher le signe de frottement. Hein. J'en ai plein en ce moment au cabinet. Si ça vous intéresse, venez. Je vous les montrerai. Enfin, plein. Il y en a 2 ou 3 qu'on est paralysés comme ça. Autre chose, il y a une difficulté, c'est plus compliqué à voir parce que souvent, ce qui compense, c'est la synchronisme de flexion. Vous savez qu'il y a un ordre de flexion des doigts qui est référencé. Hein. C'est 2, 1, 3, c'est-à-dire que quand on demande à plier les doigts, on plie d'abord l'IPP, ensuite on plie la MP et ensuite on finit par l'IPD. Là, ça va être perturbé, c'est-à-dire que quand ils veulent plier les doigts, comme ils n'ont pas d'intrinsèque, ils vont commencer par tirer sur le bout des doigts. Donc ils vont commencer par fléchir leur dernière phalange et ensuite ils vont enrouler les doigts avec la force des profonds qui leur reste, c'est-à-dire surtout au niveau du 2. Ou si la teinte est plus basse, avec les fléchisseurs profonds qui sont innervés au-dessus. Donc ça se voit quand on a l'habitude, ils commencent à plier les doigts au bout, en distal, et après ils amènent le reste des doigts dans la paume, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils n'ont pas d'intrinsèque, donc ils ne peuvent pas plier les MP. Voilà, donc bien évidemment, ce n'est pas compatible avec un instrument, c'est clair, donc il faut faire des choses différentes. Voilà, vous voyez, ils plient le bout des doigts, et ce n'est qu'après qu'ils vont arriver à enrouler les doigts dans la paume. Alors, il y a un signe que vous devez connaître, c'est le signe de Bouvier. Donc le signe de Bouvier, c'est quand vous avez une griffe ulnaire, vous devez fléchir les MP, c'est ça ce qui s'appelle faire le signe de Bouvier, et donc la flexion des MP va entraîner une réduction de la griffe. Donc cette flexion des MP sera plus ou moins importante. Il y a des gens chez qui il faut fléchir à 10 ou 20 degrés s'ils ont une griffe qui est légère, pour avoir une réduction de la griffe, c'est-à-dire pour avoir une extension complète des IPP. Et chez d'autres, il va falloir fléchir les MP au moins à 30 ou 40 ou 45 degrés pour avoir une extension des IPP. Le signe de Bouvier est important parce que c'est ce signe qui va vous donner le degré de flexion de votre MP lorsque vous allez les appareiller. Et ce signe de Bouvier va vous évaluer à quel degré de flexion vous ferez votre appareillage de Zancoli, parce que c'est un appareillage de Zancoli qu'on va faire derrière, c'est-à-dire un appareillage qui va fléchir les MP. Donc pourquoi on fléchit les MP et pourquoi la griffe se réduit lorsqu'on fléchit les MP? C'est parce que lorsque vous avez plié vos métacarpophalangiennes, je vous rappelle que vos patients n'ont pas d'intrinsèque, ils n'ont pas de lombricaux non plus. Or ce sont les lombricaux et les intrinsèques qui étendent de P2 et P3. Donc quand ils sont en position d'extension, ils tirent avec leur extenseur commun des doigts, mais ils ne peuvent pas étendre les interphalangiennes. Donc ils ne peuvent pas ouvrir la main. Pour ouvrir la main, il faut leur plier les MP passivement, avec un appareillage ou avec de la chirurgie. Et ils vont étendre P2 et P3 avec les extrinsèques. Voilà. Donc la mise en flexion des MP par la manœuvre de Bouvier permet l'ouverture, en tout cas permet l'extension de P2 et P3 grâce aux extrinsèques, c'est-à-dire aux extenseurs communs des doigts, par leurs expansions qui vont descendre jusqu'en bas. Voilà, c'est important parce que c'est dans cette position que vous allez les appareiller. Voilà, vous voyez, quand vous pliez, eh bien, le patient est capable d'étendre les doigts avec une butée dorsale, mais qui doit être passive. C'est une flexion passive des doigts, parce qu'en actif, ça ne marche pas. Il faut fléchir passivement les MP pour pouvoir étendre les IPP et les IPD activement. Donc, je répète, la flexion passive des MP vous permet d'étendre activement les IPP et les IPD. D'où l'importance de les entretenir et de les cadrer, ces gens, parce que si vous laissez la griffe s'installer, les doigts vont se rétracter et vous n'aurez plus de signe de Bouvier après parce que vous aurez une griffe qui sera fixée. Donc, s'il y a une griffe fixée, c'est qu'il y a une incurie de votre part, c'est-à-dire que vous avez mal géré votre patient, que vous avez laissé s'installer la griffe. Et faites attention parce qu'elle s'installe très vite, la griffe. Il y a un patient que Jean-Luc a repris, ou que ça a repris il n'y a pas longtemps, justement pour un hématome au niveau du coude.
important. Hein. Le mec s'est mis à saigner, on ne sait pas pourquoi. Et donc il a développé rapidement un nerf ulnaire. Il a opéré, il a vidé l'hématome, il a transféré le nerf ulnaire en avant pour l'enlever de la compression. Et on s'est retrouvé avec une griffe ulnaire dans les 3 ou 4 jours qui ont suivi. Donc au début elle était souple, aujourd'hui il est en train de se fixer, pourtant on est dessus tous les jours. Donc pensez-y, ne vous laissez pas déborder par ce genre de truc. Voilà un petit peu d'appareillage, hein. C'est l'appareillage de Zancoli ou MP-Stop, si vous voulez, il y en a qui appellent ça un MP-Stop. Les médecins souvent se trompent de terminologie. En fait, c'est un appareillage de Zancoli qu'il faut faire. On peut les faire plus ou moins importants, c'est-à-dire qu'on peut prendre toute la main, ou on peut juste faire une cravate sur le 4 et le 5. Il y a des attelles avec des 8 qui sont faits par certains, c'est-à-dire on passe un truc dans la paume et un sur les MP. C'est joli, c'est facile à faire, mais c'est pas souvent efficace. Il faut vraiment les verrouiller pour pouvoir avoir une extension active des IPP qui va non seulement leur permettre d'ouvrir les doigts, mais surtout qui va éviter que la griffe s'installe et se pérennise. Donc c'est ça l'important, c'est éviter qu'il y ait une installation secondaire de la griffe. Donc voilà, ça c'est l'appareillage dit de Zancoli. Et vous verrez qu'il y a aussi une intervention de Zancoli qui fait exactement la même chose qu'un appareillage, mais qui le fait de façon interne. Alors les sports à risque, bien sûr, hein, classique, hein, c'est les sports de balle, le tennis, le handball, le vélo, le tennis parce que la raquette peut comprimer la branche profonde du nerf ulnaire, le vélo aussi avec l'appui sur les cocottes, le tennis avec bien sûr le nerf qui est mis en tension et le handball aussi sur des moments de lancer ou de shoot, puisqu'on a le bras qui est en rotation externe, en supination, avec une extension du poignet. Et bien sûr, je reviens encore une fois sur les violonistes, hein, classiques. Voilà, vous voyez ce mec, on y avait fait un EMG, on y a fait un premier EMG où on ne voyait rien, on lui a refait les EMG avec le violon, en train de jouer, et là, on s'aperçoit qu'il a un défaut de flexion du 5, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à jouer sur la corde haute parce qu'il n'a plus de flexion, il n'a plus de profond du 5, il n'a plus d'interosseux, il n'a plus de lombricaux au niveau du 5, donc il ne peut plus jouer normalement. Voilà. Donc, ça s'opère. L'intervention la plus simple et l'intervention préventive, c'est la transposition du nerf ulnaire en avant de la gouttière épitro-cléo-crânienne. Après les interventions de réanimation des interosseux, je ne vous les cite pas parce que ce sont des usines à gaz, ce sont des trucs très compliqués, à la fois chirurgicalement et aussi pour les rééducateurs, qui ne donnent pas toujours de très bons résultats parce qu'il faut restaurer la force du premier interosseux. On peut prendre un extenseur des doigts, il faut redonner de la force sur l'écartement des doigts. C'est un peu compliqué, c'est un peu une usine à gaz. Alors le nerf radial, pour finir, on dit que c'est un bon nerf. Voilà, il faut le savoir, c'est un nerf qui récupère facilement. C'est celui certainement qui récupère le mieux des muscles des nerfs de l'avant-bras. Il vaut mieux avoir un nerf radial coupé, même s'il est haut, même si on va mettre 6 mois. Hein. Un nerf qui est agressé ou rompu au niveau de l'humérus, dans la gouttière de torsion, il faut dire aux patients, vous en avez pour 6 mois. Donc ne vous inquiétez pas, ne me dites pas tous les jours, ça ne vient pas, j'ai toujours le poignet et les doigts qui pendent. Donc ça va durer 6 mois, parce que ça met du temps à descendre. Il faut calculer la vitesse de reconduction nerveuse et de reprogrammation qui est d'environ 1 mm par jour. Donc vous prenez 1 cm de là jusque là et vous leur dites voilà, vous multipliez la longueur par 1 par jour et vous verrez que vous en avez au moins pour 6 mois. Donc c'est un bon nerf, c'est un nerf qui est comprimé à plusieurs niveaux, hein, lui aussi. Et il faut 6 mois en gros pour le récupérer, avec des pièges d'examen et de clinique que vous devez connaître et que je vais vous donner. Alors les zones à risque, donc il y a plusieurs zones à risque comme tous les autres, c'est pareil. Hein. Voilà, vous avez l'arcade de l'othème qui est en haut, qui est à la sortie à la sortie de la gouttière de torsion. Vous avez l'arcade de Froze qui est au niveau après le cours supinateur, le tunnel radial, l'arcade de Froze, le tunnel radial et les compressions basses ici, qui sont des compressions uniquement sensitives. Voilà, les plus classiques sont bien sûr les lésions au niveau de la gouttière de torsion derrière, les lésions au niveau de l'arcade de Froze, le tunnel radial qui est quelquefois intéressé, mais le plus commun, le plus courant, c'est ici.
Et là, bien sûr, chaque fois qu'on a quelqu'un qui arrive avec une fracture de l'humérus, la première des choses à faire, c'est de vérifier si, avant de le mettre sur la table, il a une extension des doigts et du poignet ou s'il ne l'a pas. Parce que s'il l'a avant et qu'il n'a plus après, ça veut dire que le chirurgien il a été un peu borderline sur l'abord du nerf radial, en sachant que bien souvent aussi, il faut leur dire, parce que les chirurgiens, quand ils abordent une fracture de l'humérus, bien évidemment, la première chose qu'ils font, c'est de repérer le nerf radial. Et le simple fait de le repérer, de le disséquer, de le sortir de la zone fracturaire, rien que de le prendre, ça suffit pour entraîner une paralysie secondaire. Qui ne sera pas une paralysie, qui sera une parésie. Et donc, ils disent aux patients, je vous ai déplacé votre nerf, mais il est très sensible, il est très susceptible. Et donc, dès qu'on le touche, ça entraîne une paralysie secondaire qui va récupérer. Sauf si il découvre que le nerf a été comprimé, rompu et abîmé sur le foyer de fracture. Alors, les signes sont clairs, hein. Le patient est comme ça, avec une chute du poignet, une chute d'MP, une perte d'ouverture et d'extension de la colonne du pouce. Donc, ils peuvent ni étendre le poignet, ni étendre les doigts, ni étendre le pouce. Donc c'est l'attitude en col de cygne, hein. Ils sont comme ça. Les lésions hautes sont rares, hein. Vous verrez, je vais vous le redonner après. Il y a des lésions dites hautes, des paralysies hautes, des paralysies basses, et des paralysies hautes, des paralysies moyennes et des paralysies basses. Les paralysies hautes sont rares parce que pour que le triceps soit impliqué, il faut que ce soit au-dessus de la gouttière de torsion, donc il faut que ce soit une fracture de la tête de l'humérus ou une compression de type radiculaire ou du plexus, c'est-à-dire un tronc secondaire postérieur. Donc c'est rare qu'on ait des paralysies hautes. Par contre, on a beaucoup de paralysies moyennes et de paralysies basses. Donc les troubles sensitifs sont mineurs puisque le nerf radial, il assure la sensibilité de la tabatière anatomique. Hein. Donc il y a ça qui part. C'est la zone principale. Hein. Vous savez que chaque nerf a sa zone de référence. Le nerf radial, c'est la tabatière anatomique. Le nerf médian, c'est la pulpe de l'index. Et le nerf ulnaire, c'est le bord ulnaire de la main. Donc la zone de référence pour le nerf radial, c'est la tabatière anatomique. Donc on a des troubles ici, et on peut avoir des troubles sur le dos des doigts, puisque le nerf radial descend jusqu'au niveau de P1, jusqu'à la face dorsale du 3e ou du 4e rayon, suivant les cas. Dans l'arcade de l'OTEM, c'est celle qui est à la sortie de la gouttière de torsion. Donc soit le nerf est comprimé dans la gouttière de torsion parce qu'il y a une fracture, là c'est clair, soit il est comprimé à la sortie. Et à la sortie, c'est ce qu'on voit chez le violoniste, hein, c'est un travail qui a été fait par Bruno Luciez, où il a repris je ne sais plus combien de nerfs radiales chez des violonistes. C'est les violonistes avec des coups d'archet répétés. Donc le mec qui n'arrête pas de faire ça, ou qui fait ça sur un travail quelconque, le nerf radial, à force de faire aller-retour sur l'arcade de l'OTEM, il finit par s'abîmer, se scléroser et se fibroser. Ça entraîne une paralysie radiale haute, qui est assez rare. Alors l'arcade de Froese, donc l'arcade de Froese elle est plus basse, on la trouve, il faut la rechercher aussi dans les épicondylites. Il y a des gens qui ont des épicondylites et qui sont des douleurs d'insertion musculaire. Il y a des gens qui ont des épicondylites qui sont doublés de signes neurologiques. Donc ce sont des gens qui sont des candidats à la chirurgie. Parce que si vous avez une épicondylite simple avec simplement des douleurs sur l'extension du poignet ou des doigts, surtout le 3e doigt, c'est une atteinte simple dite d'hyperfonctionnement. Mais ça peut se compléter par une compression dans l'arcade de Froese, c'est-à-dire qu'il y a aussi des signes électriques neurologiques. Donc il faut, chez ces gens qui vous disent j'ai des troubles sensitifs aussi dans les doigts, où je perds de la force, j'ai pas que des douleurs, mais j'ai des troubles de la force et des troubles sensitifs, il faut leur faire systématiquement un EMG pour vérifier s'il y a une compression du nerf dans l'arcade de Froese. Donc il est là, hein, voilà. Là il est sorti, donc il passe, vous voyez, c'est une espèce de... Après il va rentrer dans le tunnel, donc il est comprimé sur cette arcade. Il faut le libérer chirurgicalement pour être sûr qu'il n'y aura pas de signe de compression à ce niveau. Alors la telle, je vous montre la telle qu'on mettait il y a 30 ans, c'était la telle d'Oppenheimer, c'est celle qui a fait fureur sur le marché. Elle était bien cette attelle parce qu'elle était simple, elle était facile à porter. C'est une attelle qui à la fois tenait le poignet, qui ouvrait le pouce, parce qu'on n'a pas de long extenseur du pouce, on n'a pas d'extenseur radio, on n'a pas d'extenseur des doigts, donc si on la mettait un peu en avant, on arrivait à avoir un maintien sur les MP, il fallait les mettre là parce que les MP chutent, puisqu'ils ne sont pas d'extenseur commun des doigts, et donc on mettait le système en dessous P1
pour lever le pouce. Donc elle était bien parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait mieux depuis. Elle était facile à porter, elle était légère, elle s'enlevait facilement. C'était une attelle de fonction. Aujourd'hui, il y a des équipes, notamment à Grenoble, l'équipe de Thomas, Moutet et compagnie, ou même Judy Colditz aux États-Unis, qui font des attelles, des usines à gaz, avec des attelles qui aident l'extension du poignet, qui aident l'extension des doigts, l'extension du pouce aussi. On voyait un peu les rappels dynamiques qu'il y a partout, il y en a sur tous les doigts, il y en a sur le poignet. Chaque fois, enfin, je pense que c'est pas utile de faire ça. Voilà. Donc, le principe sur une attelle radiale, vos patients ne peuvent pas étendre le poignet. Si c'est une atteinte moyenne, ils ne peuvent pas étendre le poignet. Ils ne peuvent pas étendre les doigts parce que les extenseurs sont touchés. Ils ne peuvent pas étendre le pouce parce que le long extenseur du pouce est touché. Le long abducteur aussi et le court extenseur aussi. Donc, ils ne peuvent pas ni écarter ni relever le pouce. Donc, le principe, c'est de leur tenir le poignet. Et si vous voulez leur faire un appareillage de fonction, rappelez-vous ce que je vous ai dit pour le nerf lunaire tout à l'heure, ça va être l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas étendre les doigts. Donc on leur tient le poignet et on leur met ce qu'on appelle une barre lombricale. C'est-à-dire qu'on va leur maintenir l'AMP à 0. Et si vous maintenez les métacarpopharyngènes à 0, ils vont étendre les IPP et les IPD avec les intrinsèques qui là sont présents. Tout à l'heure c'était l'inverse. Pour pouvoir étendre les doigts, on a fléchi l'AMP parce qu'ils avaient une paralysie du nerf lunaire. Donc on a fléchi l'AMP et ils ont pu étendre les IPP et les IPD avec les extrinsèques qui ne sont pas touchés. Là c'est l'inverse, on a une paralysie des extrinsèques. Donc on met une barre lombricale, on maintient l'AMP et ils vont étendre P2 et P3 avec les intrinsèques qui eux sont conservés. Donc nous on met simplement une attelle de poignet. On ne s'emmerde pas la vie, c'est pas la peine d'aller chercher des trucs compliqués. J'ai eu une fois un type qui est arrivé de Grenoble, qui est arrivé avec l'attelle complète de Thomas Moutet, avec les rappels dynamiques. Je lui ai dit écoutez, vous la gardez, je vous mets une attelle de poignet. Et puis vous me direz dans 15 jours qu'est-ce que vous préférez. Donc on leur met une attelle de poignet, le poignet est maintenu, c'est le plus emmerdant, la chute du poignet. Par contre les doigts ils se démerdent, c'est-à-dire quand ils veulent l'attraper, ils mettent la main sur la table, ils ouvrent les doigts en posant la main. Et puis après ils attaquent. Alors pour lâcher, il suffit que le poignet tombe. Donc c'est plus facile pour eux, c'est moins encombrant et c'est moins gênant. Sincèrement, c'est suffisant de mettre une attelle de poignet simple, parce que le plus embêtant, c'est la paralysie des extenseurs radio du cap. Voilà. Sinon le reste, ça se complète. Et je leur dis, dès que vous avez récupéré l'extension du poignet, vous virez l'attelle. Donc méfiez-vous, il peut y avoir des raideurs en extension DMP qui peuvent s'installer sur les paralysies radiales. Donc il faut penser à les mobiliser au niveau des doigts longs, parce que les raideurs à ce niveau sont classiques. Donc un que je vous dis pour votre culture générale, c'est un autre syndrome de Wartenberg. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait un sur le nerf lunaire, c'est-à-dire ce sont les gens qui ne peuvent pas ramener le 5e rayon. Ça c'est le syndrome de Wartenberg sur le 5. Là, le Wartenberg, il est sur le pouce. Quand il est sur le pouce, ce sont des gens qui ont des compressions en bas de la branche dorsale du nerf radial, c'est-à-dire la branche sensitive, et ils ont des dysesthésies sur le dos de la main. Ce sont des gens qui vous disent je ne supporte pas une manche de chemise, ou je ne supporte pas un bracelet, ou une montre si je la mets du côté où mon nerf est lésé. Voilà. Si vous percutez le nerf radial, ça déclenche des douleurs dans le territoire du nerf radial. Donc, ne confondez pas, je vous l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai après. Non, je ne l'ai pas mis après. Donc, on a 3 types de lésions de compression au niveau de la colonne du pouce. Vous avez le syndrome des croisements. Ici, le syndrome du croisement, c'est le long extenseur du pouce qui croise les extenseurs radiaux du carpe. Ça provoque une tendinite, ça provoque des douleurs au niveau de l'extension du poignet et du pouce. C'est ce qu'on appelle le syndrome du croisement. C'est surtout l'extension du poignet qui est gênante. Vous avez la tendinite des radios simple, sans le croisement. C'est-à-dire qu'on a une douleur à l'insertion des radios. Quand vous appuyez dessus, sur l'insertion des radios, les gens décrivent une douleur. Et pour finir, vous avez le nerf radial, c'est-à-dire le Wartenberg, qui n'est pas du tout tendineux, qui est une compression nerveuse, c'est-à-dire la compression de la branche dorsale du nerf radial, qui va provoquer des dysesthésies sur le dos de la main. Donc faites attention dans l'appareillage aussi. Si vous faites des appareillages avec des attelles de poignet, ne serrez pas trop vos orthèses au niveau du poignet, parce que si vous la serrez au niveau du poignet, les gens vont revenir en vous disant « j'ai mal sur le dos de la main, j'ai des douleurs de type électrique sur le dos de la main ». C'est que vous avez fait une attelle qui comprime trop à ce niveau. Dans la branche sensitive, elle est co-sensitive. Je ne vous ai pas refait l'anatomie, mais le nerf radial, quand il sort
de la gouttière de torsion, il passe sous le cours supinateur, le tunnel radial, il va descendre pour innerver les extenseurs radiaux du carpe, les extenseurs des doigts, la colonne d'extension du pouce. Je vous ai dit que la différence entre les paralysies hautes, moyennes et basses, c'était les problèmes de niveau. Donc paralysie haute, le triceps est touché. Paralysie moyenne, vous n'avez plus les extenseurs du carpe, vous n'avez plus l'extenseur unaire du carpe, il est bon parce qu'il est unaire, vous n'avez plus les radiaux, vous n'avez plus les extenseurs des doigts, vous n'avez plus l'extenseur de la colonne du pouce. Et la paralysie basse, c'est-à-dire après l'arcade de Froese, c'est synonyme du nerf interosseux postérieur, parce qu'on appelle ça aussi le nerf interosseux postérieur. Eh bien, vous avez une perte de l'extension des doigts et surtout de la colonne du pouce. Donc il y a aussi un distinguo à faire. Donc on peut avoir des compressions sur les nerfs digitaux, c'est des trucs qui récupèrent rapidement. Hein. Le classique, c'est quand vous allez faire des courses au supermarché, que vous avez un sac qui est très chargé, avec un sac en plastique qui vous comprime les nerfs collatéraux au niveau des doigts. Et quand vous arrivez à la maison, vous ne sentez plus sur la pulpe de l'index du pouce. Il suffit de poser le sac et au bout de 3 ou 4 minutes, ça revient. Vous avez des compressions chez les joueurs. Hein. Vous avez ici les joueurs de corps avec le pouce qui est comprimé, le nerf collatéral. Pareil pour les flûtistes où ils ont la compression au niveau de l'index, qui est classique aussi, qu'on dépiste très rapidement. Voilà, il y a quelques anomalies musculaires, je ne vais pas vous les donner toutes, ne les apprenez pas. Voilà, il y a des anomalies sur le nerf ulnaire parce qu'il est entrapé dans le triceps. Vous en avez sur le chef médial du brachial. Vous en avez au niveau du coude avec le chef médial qui va se subluxer aussi. Vous en avez au niveau du nerf médian avec l'aponévrose du lacertus. Vous en avez avec les épicondyliens, vous en avez avec le pronateur, l'arcade superficielle. Et vous avez des fois le muscle de Ganser, qui est un muscle surnuméraire qu'on trouve au niveau de la main, qui peuvent comprimer. Le fléchisseur urinaire du carpe, bon, c'est aussi, il y a des fois des abducteurs qui sont surnuméraires. Vous avez un grand palmaire qui peut être inversé. Là, c'est plus rare, hein, c'est le rameau tinarien du nerf médian. Je vous ai dit qu'il sortait des fois de façon différente, donc il faut se méfier, surtout sur le plan chirurgical. Pareil pour la branche cutanée du nerf médian, mais c'est des trucs qu'on voit rarement, ça. C'est de la littérature. Le nerf antébrachial, Jean-Luc a opéré un nerf antébrachial il n'y a pas longtemps, avec une compression isolée sur le nerf antérieur. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, la bonne femme, mais elle décrivait des dysesthésies sur l'avant-bras qui étaient typiques du nerf médial antébrachial. Pareil pour la branche sensitive dorsale du nerf ulnaire, hein, je vous l'ai dit, souvenez-vous qu'elle sort avant le tronc principal. Voilà, je finis rapidement avec le membre inférieur, c'est pas mon sujet, mais je pense qu'on devrait la faire. Sachez qu'il y a une compression du sciatique sous le pyramidal, qui peut entraîner des compressions, des vraies compressions du nerf sciatique, avec la compression entre le jumeau et le muscle pyramidal. Vous avez la très classique compression du nerf péronnier au niveau de la tête du col du péroné, hein. C'est ce qu'on regardait toujours quand on faisait des plâtres à l'époque. Maintenant on ne fait plus de plâtres. Il faut faire attention chez les gens qui sont alités ou qui ont des bottes de marche ou qui ont des plâtres, ça peut provoquer une paralysie des releveurs du pied. C'est le tibial antérieur qui est touché, donc c'est une perte des releveurs de la cheville et de l'extension des orteils. Le nerf tibial postérieur, pareil, ça va entraîner des paresthésies dans les orteils. Là, c'est postérieur et c'est plantaire, donc c'est la pulpe des orteils qui va être touchée et qui va être comprimée. Le nerf péronnier profond, pensez-y aussi, c'est les paresthésies du dos du pied. Il y a des gens qui ont des baskets avec c'est le classique, hein, la paire de baskets avec des nœuds serrés très forts sur le dos du pied, sur le cou du pied. Ça entraîne des compressions au niveau du nerf péronnier, au niveau du tibial antérieur. Ça fait des dysesthésies, ça fait des synovites même sur les extenseurs de l'orteil ou du pouce. Et enfin, le maladie, le mortone, hein, il faut le connaître aussi. Les gens qui vous disent qu'ils ont mal entre le troisième espace, dans le troisième espace interdigital, c'est toujours le troisième espace qui est touché. C'est une compression au niveau de l'arcade de l'aponévrose plantaire profonde qui comprime le nerf interosseux digital. Qui fait mal. Ce sont des lésions qu'on voit chez les marathoniens, chez les coureurs de fond, chez les coureurs de vitesse aussi, c'est pareil, ou chez les gens qui font du saut de haie. Et enfin, le nerf cutané latéral de la cuisse, hein, c'est le nerf qui
qui innerve le bord externe de la cuisse en haut. Ça fait une anesthésie en raquette, c'est-à-dire que c'est une compression souvent qui se situe au niveau de LE1, donc elle est haute. Elle est haute. Ce sont des gens qui vous disent quand je mets la main à la poche, je ne sens pas le côté externe de ma cuisse. Voilà. On retrouve ça souvent chez des gens qui se font manipuler, chez des soi-disant ostéopathes, et qui se retrouvent avec une ménalgie paresthésique. Voilà, je vais juste vous montrer. Je vous retiens 5 minutes. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous montre ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'appelle le scratch collapse test. C'est un truc que tous les chirurgiens de la main supérieure font aujourd'hui. C'est un truc que personne ne comprend. On le comprend strictement pareil. Voilà. On le teste, il faut le faire comme ça. Vous prenez votre patient. Donc, si c'est un nerf médian, on va penser que c'est un nerf médian. Donc on lui fait plier les doigts, on fait travailler sur le médian, puis le pouce, voilà, puis le poignet fort. Voilà. Vous voyez, puis les doigts, voilà, puis le pouce, puis le poignet, c'est bien. Maintenant tu les bras le long du corps. Je vais pousser, tu vas empêcher les carpiens. Pousse fort, voilà. Si y a un nerf médian ou un carpien, il faut gratter, c'est ce qu'on appelle ça le scratch. Il faut gratter, vas-y, pousse. Donc ce sont des gens, quand vous faites ça, vous avez le bras qui part d'un coup. C'est impossible à contrôler. Donc quand vous cherchez un nerf médian, il faut faire le scratch au niveau du calcarpien. Si vous n'avez pas de réponse, vous faites le scratch au niveau du laceratus fibrosus. Et bien souvent, ce qu'on dit, il y a des gens qui viennent nous voir, qui ont été opérés du calcarpien, qui disent je ne comprends pas, j'ai des fractures. Je dis bon, on fait un MG, l'MG revient négatif. On leur fait le scratch collapse test. Là, on le fait négatif, quand on le fait ici, pouf, le bras il part de l'autre. Et c'est systématique. Il n'y en a pas. Le nerf médian, c'est ici, et au laceratus. Le nerf linéaire, ça va être là, et dans la gouttière épicardique. Le nerf médial, ça va être pareil, ça sera ici ou là. Donc on va essayer de faire un nerf poétique, c'est jamais. Pousse le doigt. Lâche. Alors, on ne sait pas pourquoi ça va être comme ça. Et une chose exceptionnelle, la dernière fois, Jean-Luc, parce que je suis national, chaque fois il m'appelle, on l'a refait. On a vu un patient à lui qui avait eu une paralysie nerf sciatique à la jambe. Il lui a fait le test, il a raté le nerf sciatique derrière au niveau du mollet, et quand il lui a fait le test au mouvement supérieur, le bras est parti de nous. Il n'a aucun rapport. Mais c'est comme ça. C'est une chevauche, un chirurgien, une menace au doigt, qui était toujours invité à tous les congrès, et qui était invité à tous les ans. Je voulais savoir, justement, finalement, on a un cours qui vient d'être déplacé aujourd'hui, donc je finis à 17h. À quelle heure tu finis? À 17. Donc, est-ce que moi je peux venir? Ok. Mais comme ça, vous aurez le temps, vous pensez qu'on en a peut-être? Oui, le mardi, je suis pour la patiente que j'avais réservé pour moi pour travailler. Oui, bon, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Non, mais tu peux venir. Ouais, mais j'étais embêtée parce que du coup, ils nous ont, à la base, on devait pas avoir cours cet après-midi. Et finalement, au dernier moment, et puis là, ils nous rechangent. Oh, mais moi ça me gêne pas, hein, j'y suis donc. Bon, bah, parfait, je viendrai alors. Donc ça tombe bien. Et qu'est-ce que c'est ça, je voulais vous dire. Monsieur nous a demandé de reprendre cette feuille, vous savez. Ouais, je t'en prie. Donc je voulais juste savoir, pour juste être sûr pour l'hypothèse, moi je pensais à le protocole étudié permet de réduire, voire permet la réduction, voire la disparition du flessum sur le long terme. Non. Tu dis, hypothèse, le protocole utilisé permet peut-être d'éviter le flessum au niveau des hypothèses. D'accord, mais en fait, ouais. Mais parce qu'en fait, monsieur Mesure, il veut qu'on dise, il veut pas de peut-être, il veut qu'on ait. Ah, bon, non, mais bon. C'est pour ça que On va pas se battre sur les mots, ne mets pas peut-être. Ok, bah du coup, hop, je vais signer. Là. Comme ça, je lui donnerai, je sais De toute pas. façon, il sait que c'est moi, il t'emmerdera pas. Ouais, bon, ça va alors, c'est pratique ça. C'est plus facile comme ça. Du coup, on se voit cet après-midi. Alors, comment tu vas? Bien, et vous?
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Ça marche plus. Je suis passé à